Madame, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue ce matin sur Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Nous vous souhaitons vraiment de vous asseoir confortablement car nous avons encore un moment exceptionnel à passer en votre compagnie. Vous rassurez aussi que nous allons véritablement ce matin toucher des sujets qui, ma foi, resteront exceptionnels pour chacun d'entre vous car vous comprendrez le Cameroun dans lequel nous vivons véritablement. Est-ce que le Cameroun est prêt à se libérer du joug colonial? Est-ce que le Cameroun est prêt justement à dire non à la France? Est-ce que les Camerounais sont prêts aujourd'hui à se lever et dire nous voulons un Cameroun comme nous le souhaitons? Est-ce que les Camerounais sont prêts aujourd'hui à se dire qu'est-ce qu'on fera de nos enfants de demain? Qu'est-ce qu'on laissera comme héritage à nos enfants dans tous les plans, dans toutes les valeurs sociétales aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pensera? En tout cas, madame, messieurs, on a pas mal de choses à nous mettre dans ce matin. La grande équipe est au complet. Charles Amembachoum, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là ce matin pour vous servir encore à nouveau. Jeudi 18 juin 2020, Charles Amembachoum, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Selon Jeune Afrique, le RDPC aura mis sur pied une brigade cybernétique pour combattre les opposants. Brigade constituée sur tous les réseaux sociaux des jeunes étudiants au chômage qui perçoivent chaque mois 50 000 francs CFA et qui se retrouvent tous les 3 mois pour avoir des consignes. Si cela s'avère vrai, j'espère que véritablement la lutte contre le chômage est bien engagée et que ces jeunes qui se retrouvent à jouer ce jeu, à un moment donné, ne retrouveront pas le village de Si Je Savais, parce qu'on connaît les affaires de la politique. La politique, les politiciens, le politique n'est pas différent des prostituées. Un temps, il est avec vous, lorsqu'il se tourne. Il faut faire très attention à tous ceux qui sont acteurs politiques, n'y mettre aucune confiance, parce qu'aujourd'hui, on va... C'est les noms qui ont disparu, ils se sont métamorphosés en d'autres noms. Donc, ces blogueurs qui sont en train de jouer ce jeu... Merci Charles Amembachoum d'entrer par ce sujet ce matin, mais dire quand même que venant comme une révélation de Jeune Afrique, on a le sentiment que ça peut être vrai, et même s'il y a manipulation derrière, on en saura un peu plus dans les jours à venir. Alors que la jeunesse soit méfiante, qu'elle soit consciente, qu'elle lise son avenir et qu'elle se demande quel avenir pour moi-même en tant que jeune Camerounais dans ce pays. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le 19 mai dernier, lors de son adresse à la nation, le chef de l'État avait parlé de la révalorisation des allocations de pension à la CNP, c'est-à-dire. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Mais c'est vrai, le discours, vous me diriez, c'était hier. Mais est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on pouvait croire qu'au Cameroun, il y a des gens qui touchent une pension retraite de 10 000 francs. Mais si vous êtes retraité, vous touchez 10 000 francs, 15 000 francs ou 11 500. Oui, il faut procéder très vite à cette révalorisation-là, parce que c'est-à-dire faire en sorte que les textes d'accompagnement, d'application soient signés très vite. Parce que quelquefois, des mesures sont prises, le texte d'accompagnement, le texte d'application, comme on l'appelle, le décret d'application de ces textes-là, met 20 ans pour arriver. Vraiment, il faudrait, comme vous l'avez dit, Excellence, Monsieur le chef de l'État, que ça s'accompagne très vite. Que vous ou le Premier ministre signe un décret d'application pour revaloriser les pensions retraite. Les gens commencent à souffrir beaucoup. Très important, Bonbon Bengan. Merci de cet appel encore ce matin renouvelé à l'endroit du chef de l'État, Paul Biya. Espérons qu'il vous entend. Même si aujourd'hui, trop de supputations, la toile est en mouvement depuis hier soir. Ça fait parler tout le monde. Qu'est-ce qui se passe véritablement en haut lieu? Est-ce que les informations qui nous sont parvenues sont confirmées ou pas?
Pourquoi ne pas véritablement rentrer dans l'information avec exactitude? Pourquoi maintenir les Camerounais dans le suspense? Qu'est-ce qui se passe véritablement en nos lieux? Les Camerounais sont devenus pratiquement manipulables. Et peut-être ce dont Charles a même battu tout à l'heure essayait d'expliquer en disant qu'il y a une jeunesse qui est rentrée sur Internet. Serait-il aujourd'hui en train de tenir la manivelle pour la manipulation? Oui. On nous parle tellement de choses, de tellement de choses qui se passeraient bien sûr en haut lieu, des décès qui sont inexpliqués. Finalement, la bonne information est où? Qu'est-ce qui se passe? Allons déjà dire bonjour à Karine Sontia. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons vous entretenir sur un sujet marquant qui peut-être internationalement a été suivi depuis le 15 juin dernier. Il s'agit des révélations faites sur BFM TV par le professeur Perroni. En tout cas, on l'entendra et on reparlera encore de Covid aujourd'hui au Cameroun, madame, messieurs. Vous savez, le Cameroun a franchi le cap de 10 000 cas de Covid-19 au Cameroun. Et est-ce qu'on aura atteint le pic? Est-ce que le pic est encore à venir? Devrait-on craindre davantage? Est-ce que d'ici la fin du mois ou au courant du mois de juillet, on peut avoir une chute? Justement, on attend. Les solutions camerounaises sont lesquelles? Quel est le protocole camerounais applicable au moment où, bien évidemment, la Grande-Bretagne laisse entendre qu'il y a un médicament habilité à soigner efficacement les cas de Covid-19 aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait, bien évidemment, des cas camerounais, de la phytothérapie camerounaise qui aujourd'hui a des solutions? Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai pas grand-chose à dire, simplement je souhaite mes condoléances aux personnes qui ont perdu la vie ce matin au niveau de Ndokoti. Au niveau de Ndokoti, vous dites? Oui. D'accord. Et on vous demande bien sûr, peut-être c'est trop d'émotions ce matin qui ne nous permet pas de sentir votre vie, la vie dans votre voix. Oui, parce qu'il n'y a que lorsque des gens sortent le matin pour aller chercher leur pain et que ces personnes-là meurent aussi brutalement, c'est douloureux, c'est difficile. C'est difficile. On va d'ailleurs le souhaiter toutes nos condoléances également, mais interpeller les uns les autres à être très vigilants sur nos axes routiers, sur nos voies publiques. C'est assez important. Merci. Allez, nous sommes ce jour avec vous, Dominique Audrey. Oui. Il y a encore une histoire pour nous ce matin. Oui. Et vous nous ramenez très loin. Donc c'est toute une famille qui envoie l'histoire de ce matin. Ils racontent le problème de leur sœur Diane, qui est l'aînée d'une fratrie de 5, qui vient de finir sa formation professionnelle et malheureusement, elle a perdu un bébé avant terme. Elle raconte qu'après cet événement malheureux de la perte de son enfant, Diane a décidé de se retrouver avec des gens dans un groupe de prière. De fil en aiguille, c'est devenu... elle s'est métamorphosée sur le plan physique que sur le plan comportemental parce qu'elle est devenue toute pâle, elle ne faisait plus d'efforts sur elle. Et sur le plan comportemental, elle s'est retirée de tout le monde. Du jour au lendemain, elle a commencé à partitionner la maison. Elle ne touchait plus ce que ses frères touchaient parce que, dit-elle, c'était des païens. Ils devaient souiller le matériel, souiller la maison, souiller ses vêtements, souiller les marmites. Elle a commencé à traiter sa mère de sorcière, ses frères de démons. Et le père de l'enfant qu'elle a perdu, il est devenu un vampire. Et on raconte même qu'elle a commencé à multiplier les neuvaines de prière, les jeûnes. Elle se retrouvait à faire 9 jours exactement sans manger. Elle ne prenait exclusivement que de l'eau. Sa santé est devenue fragile. Et à plusieurs reprises, on a essayé de la conduire à l'hôpital. Celle-ci a complètement refusé. Et elle a accepté que ses frères en Christ viennent à la maison et faire des prières pour elle. Aujourd'hui, sa famille aimerait, avec notre apport et les conseils des téléspectateurs, des astuces et des conseils pour pouvoir sortir leur fille de cette situation qui se refuse de comprendre malgré les réunions de famille qu'on a convoquées. Elle s'est levée, elle a crié au scandale, elle les a traités de démons, d'impurs, d'impudiques. Et sa famille, dont sa mère notamment, est au bord des larmes. Elle se dit, sa première fille, l'aînée, celle qui est censée porter la famille, si elle dérive comme ça, comment elle fera des autres? Donc, elle a besoin de conseils. Comment récupérer notre frère lorsqu'il a comme eu un lavage de cerveau? Lorsqu'une famille, bien évidemment, est aux abois,
et avec des soucis encore aujourd'hui liés à ce qu'on appellerait l'agrandissement des églises, dites réveillées entre autres. On va peut-être préciser ce matin, madame, monsieur, qu'on va ensemble donner nos différents points de vue et que l'arrangement, si vous voulez, hein, l'entretien n'ira pas dans des insultes. Que ceux qui sont dans les églises ne disent pas après que voilà, sur le plateau d'Equinox, on insulte, on est dans l'invective, que non. Et on a des traditionalistes sur ce plateau qui savent bien respecter le cadre qui est le leur, mais surtout, nous aussi qui sommes chrétiens par ailleurs, on va ensemble défendre ces réalités et nous allons tenter de vous informer. Mais surtout, attendre aussi vos réactions parce que vous allez nous les laisser sur la page Equinox TV. Pour ceux qui regardent l'émission en live sur Internet, sur Facebook bien sûr, allez vous y abonner et laissez-nous simplement vos commentaires en très peu de mots pour que Karine puisse les lire aisément tout à l'heure. Bonbon Bengan, une famille a éploré. La fille est sortie de la maison. Aujourd'hui, elle est rentrée dans une église réveillée. Elle a eu comme un lavage de cerveau là-bas. Tout le monde, tous ceux qu'elle rencontre, elle estime que ceux des deux sont des païens. Et elle n'est plus bien. La famille pleure et veut récupérer l'enfant. Je ne sais pas quelle appréciation vous en faites aujourd'hui, premièrement. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut l'aider à sortir de là? Comment amener cette famille à sortir cette fille de cette église qu'il a un peu perdue? De cette chapelle religieuse qu'il a un peu perdue. C'est mieux. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment vous pouvez sortir quelqu'un de la maison du Seigneur? Vous l'amenez où? Bon, non, de manière plus sérieuse, je vous dis, ce problème des églises de réveil, parce que vous voulez qu'on fasse la distinction, mais nous ne faisons pas de distinction. Nous ne faisons pas de distinction entre les églises dites révélées et celles dites réveillées. Et parce que nous ne maîtrisons pas ce qu'on peut appeler dans leur jargon d'ailleurs la nouvelle évangélisation. Parce que c'est ça. Il y a eu l'époque de l'Inquisition dans ce monde où on tuait les gens au nom de Jésus. L'Église catholique romaine a tué plus d'1 million de gens au nom de Jésus parce qu'un prêtre a demandé de procéder à la réforme de cette église-là. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas, je ne peux pas les distinguer. L'accusation que vous portez peut-être, on espère bien que vous l'assumez, Mme Bengan. Les églises abrahamiques, pour l'islam ou judéo-chrétienne, il faut en sortir. N'y aller plus. Il ne faut pas y aller. Et surtout les Africains, vous faites quoi dedans? C'est la question principale qu'il faut poser. Parce qu'aujourd'hui, on risque d'aller dans une situation où on dit, ah oui, si elle était restée catholique comme la famille ou protestant, il était même à l'UEBC, à NBC ou à EPC. Non, on n'entre pas dans ces choses-là. Ces choses-là. L'Africain doit s'arrimer à sa tradition. La maîtrise, l'accompagnement d'un enfant qui a perdu, d'une fille qui a perdu son enfant, ça se lit, ça s'explique, ça existe dans nos traditions. Et on ne veut pas, on veut sortir de là pour aller où? Pour aller se perdre. Il faudrait donc premièrement que la famille se réconcilie avec sa tradition. Je ne sais pas de quel clan, de quelle ère géographique ils sont, qui se réconcilient avec leurs traditions. La première chose à faire ici, en fait, c'est les funérailles de leur grand-père. Les funérailles de leur grand-père. Parce que quand vous voulez qu'on donne un carnaval, il faut procéder aux funérailles de leur grand-père. Ces funérailles encadrées par les initiés de leur clan. Les funérailles, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le jugement d'hérédité. On rétablit, on repose sur la famille, on établit le chef de famille, on donne les orientations, on regarde les biens de la famille, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelles sont les filles qui ont accouché avant d'aller en mariage? Est-ce qu'elles sont même allées en mariage? Voilà comment on règle ce type de problème. C'est au sein de ce truc-là qu'on pourra donc trouver une maman auprès de qui? Parce que ici, il faut d'abord écarter la mère de la fille. Ce n'est pas parce qu'elle aura échoué, non, mais précisément parce que chez nous, le salut est collectif. Oui.
on l'amène, on la lève entre les mains de sa maman pour l'amener chez une autre tante qui va l'encadrer. Mais du moment où elle ne voit personne, elle estime que tous ceux qui sont autour d'elle sont des païens et qu'on ne peut rien partager avec qui que ce soit. Comment vous expliquez? C'est pour cette raison comment créer le climat de confiance? Lorsqu'on est dans un problème de dérèglement sociétal, malheureusement, on est contraint de rester au niveau des conséquences. Mais on ne peut pas passer notre vie à traiter des conséquences des problèmes. Il faudrait qu'un jour, on arrive au fond, qu'on traite le problème à la base. Et là-bas, c'est là. Ici, aller porter plainte là-bas, puisque cette église a une existence légale au Cameroun, donc a une autorisation d'exercer. Vous allez faire comment? Le pasteur va vous dire, on l'a autorisé précisément parce que semble-t-il, il est en relation avec Dieu. Le pouvoir public l'autorise. Ce sera compliqué au niveau du tribunal d'avoir une décision de justice qui vous dise d'amener de prendre votre... On dit d'abord elle est majeure, elle est libre. Voilà la terminologie que j'entends souvent. Mais bon, justement, je veux relancer simplement pour dire que lorsque la fille estime que tous ceux qui sont autour d'elle ne sont que des sorciers, ne sont que des personnes de mauvaise nature, et qu'elle a trouvé Dieu, elle a trouvé la voie du Christ, elle est sauvée, la famille se dit, ben, tu t'égares, il faudrait que tu reviennes. Alors, le père que vous êtes, est-ce que le père peut avoir un rôle à jouer? Bien que vous ayez demandé qu'on écarte la mère parce que bon, on peut comprendre que peut-être elle a échoué, mais est-ce que le père lui-même, comment dire, la relation qu'il y a entre père et fille, le père ne peut pas jouer un rôle efficace pour amener sa fille à la maison? Moi, j'ai le rôle, si cela m'arrive, je procède par l'agression. Vous agressez votre fille, vous la ramenez à la maison? Non, j'agresse les gens qui lui donnent cette doctrine. J'ai créé une situation où je prends ma fille, qu'elle soit majeure, je la récupère, je n'ai rien à voir avec l'église. Je vais même susciter que l'église me porte plainte. Porte plainte contre moi. Je vais créer une situation conflictuelle avec les dirigeants de cette église-là pour récupérer ma fille. Parce qu'il faudrait qu'ils me démontrent que je suis un sorcier et que c'est moi qui ai mangé mon petit enfant et que je suis en train de poursuivre mystiquement ma fille. Moi, à ce moment, on crée une situation de fait. Très bien. Je les agresse, je prends ma fille, je prends mes enfants, on prend là-bas, on l'amène, on l'arrache, on l'amène à la maison. Si quelqu'un bronche, on le tape. S'il n'y a pas de situation comme ça, en fait, oui. Et là, ça nous amènera donc, puisque nous autres, nous sommes en mesure de prouver, preuve à l'appui, que ces églises-là ne servent à rien. Et que, en fait, ces églises-là, c'est eux qui sont des sorciers. Parce que même dans les tribunaux, figurez-vous, nous avons déjà obtenu, il y a certains d'entre nous qui sont assermentés, donc ils peuvent prouver la sorcellerie au devant les tribunaux. Merci Bombok. On l'agresse, on prend la fille, on la récupère. Karine Santia, comment aider cette famille à ramener cette fille au sein de la fratrie, au sein de la famille? Bombok a déjà commencé. Je pense que le domaine spirituel, Bombok est plus amène de vous expliquer, cher Lamel aussi. Moi, je veux plutôt amener les gens à comprendre ce qui se vit dans la tête de cette jeune femme. Alors, généralement, dans notre société, il y a un ensemble de frustrations qui peuvent amener une personne à se rouer vers une croyance. Et tel que ça nous l'indique, on nous indique aujourd'hui dans l'histoire de ce matin, la jeune femme, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'emploi, elle a perdu un bébé et il fallait bien qu'elle trouve un coupable à ses malheurs. Et ça, c'est psychologique parce que le cerveau de l'être humain a tendance à toujours chercher le pourquoi des choses qui arrivent. Du coup, vous allez voir qu'elle a préféré expliquer tout cela par le spirituel. Vous voyez, elle a éludé les questions d'ordre scientifique, matériel, objectif. Psychologique aussi, c'est objectif. C'est objectif. Donc, scientifique, matériel, genre, peut-être que je n'ai pas trouvé de travail parce que ma certification n'est pas en bonne et due forme. Peut-être que mon CV n'est pas est bien actualisé. Peut-être que j'ai perdu mon bébé parce que je ne suivais pas les visites. Peut-être que la grossesse était extra-utérine et tout. Donc, elle ne se pose pas les questions du pourquoi dans ce sens-là. Ou pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, mais son pourquoi est basé sur qui m'a fait ça. Du coup, elle trouve que en fait, ce sont les gens qui la connaissent qui ont dû faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage qui dit que seule la personne qui vous connaît le mieux est capable de vous faire du mal.
Et quand elle finit de raisonner comme ça, elle dit vers où je vais me tourner pour avoir de la paix et pour esquiver à ces personnes que moi, je trouve déjà mauvaises. Du coup, elle va vers l'église, vers les prières. Sauf que commencer par les prières, déjà, ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est bien de prier. Maintenant, commencer à détruire elle-même sa famille en disant que tout le monde est sorcier, ça veut dire que le problème est devenu plus profond. Parce qu'elle a réussi, parce que intrinsèquement, elle savait que c'est certainement dans sa famille qu'on a mangé son enfant. Elle a réussi à prouver à travers sa croyance que le problème, c'est sa famille. Mais est-ce que le pasteur aussi, je n'ai rien contre le pasteur, les pasteurs, mais est-ce que le pasteur aussi n'a pas joué un rôle pour l'amener effectivement assez loin davantage sa famille? Parce que vous en savez, peut-être mieux que moi, Karine, qu'il y en a qui, une fois arrivés là-bas, vous diront, ben écoutez, j'ai une révélation, c'est votre père, c'est votre frère, c'est votre mère, ainsi de suite qui ne vous veut pas du bien. Mais est-ce qu'on ne dira pas que ces hommes de Dieu, entre guillemets, eux aussi ont, ma foi, un impact sur la désorientation de ce type de personnes? C'est normal, puisqu'on parle de l'église. C'est des gourous d'ailleurs. C'est normal puisqu'on parle de l'église. Toute personne qui a la capacité spirituelle ou encore morale de ramener les gens à lui est capable de manipuler leurs pensées. Ce n'est que ça, le principe même de la croyance, c'est-à-dire ramener les gens à moi, d'abord en faisant une scission, en séparant les gens de leur cocon, en les faisant changer de mentalité, et après on vous remet dans votre cocon pour amener les autres à penser comme vous, et de ce fait vous aurez tous le salut. Il y a 3 approches qui sont généralement usitées. Il y a une approche sociologique basée sur l'âge, le sexe, ou encore les conditions sociales de la personne, c'est-à-dire elle est riche, elle est pauvre et tout et tout. Donc on se base sur ça pour pouvoir ramener les gens. Parfois vous voyez que dans ces églises là c'est particulièrement des femmes qui sont matures, des mamans et autres, ou encore ce sont des jeunes qui sont soit au chômage et ainsi de suite, donc des personnes dans le besoin particulièrement. Et après, il y a une approche pragmatique qui est sur l'utilisation du langage qu'on emprunte pour pouvoir convaincre les gens à adhérer à ce genre de secte entre guillemets. Et enfin, maintenant, on a une approche psychologique basée sur les frustrations mentales des personnes et des frustrations sentimentales des personnes qui vont vers là. Et ce qui va faire que la population qui sera relativement approchée par ces églises-là, sur 100 personnes, vous aurez par exemple 10 qui vont y aller en premier, et après les 50 autres vont suivre, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est un processus. Mais maintenant la jeune femme, elle est victime de cela parce que en elle-même déjà elle ne croyait en rien. C'est déjà ça. Le problème c'est que elle-même elle ne croyait en rien. Il a fallu qu'elle se tourne vers là pour savoir qu'un Dieu existe, et du coup tout le monde qui ne croit pas en son Dieu, en sa manière, est devenu un ennemi. C'est la partie perverse. Très bien. Charles-Amène Bachou, c'est une histoire assez particulière quand même ce matin. Peut-être on dira que l'Église est pointée du doigt. Quand il dit l'Église, c'est globalement, et y compris les églises dites réveillées. Est-ce qu'on peut avoir une solution éventuelle pour cette fille, la ramener en famille, si jamais elle a eu un lavage de cerveau, la ramener à ses valeurs, à sa réalité, et présenter justement les méfaits de l'espace dans lequel elle se retrouvait, et voyant tout le monde comme, je vais dire, méchant vis-à-vis d'elle? Alors, Monsieur Michel Ngachou, en guise de réponse, je vous dirais qu'il faudrait revoir le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé, c'est quoi? Le régime politique du Cameroun, il faudrait le revoir. Il faudrait balayer littéralement le régime, parce que c'est ce régime qui est la conséquence de ce que nous vivons. Le régime de Yaoundé a mis sur pied 3 armes de dissuasion massive. 3 armes. Je dis bien, le régime de Yaoundé a mis sur pied 3 armes de dissuasion massive. La première, les bars. La deuxième, les églises de réveil. Et tous ces corollaires. Et la troisième, le sport. Voilà les 3 armes de dissuasion massive. Pour détourner les populations des vrais sujets. On boit plus qu'on ne pense. Vous voyez seulement les dégâts des églises de réveil. Mais vous voyez les dégâts de l'alcool et tous ces corollaires, la prostitution et tout. Quel gouvernement qui veut défendre véritablement le bien-être de son peuple encouragerait ce qu'on vit à quoi ça?
encouragerait ce qu'on vit au Carrefour Nelson Mandela, encouragerait ce qu'on vit au Monté américain, encouragerait tout ce qu'on est en train de voir en termes de prostitution, en termes de déliquescence même de la société, avec la drogue qui est en train de prendre des proportions. C'est le gouvernement. Le Cameroun compte 2500 églises de réveil. Minimum. Hormis les églises conventionnelles, on a non, je vous donne le dernier chiffre, 2500 églises. Je ne compte pas les hors-la-loi. Si vous voulez ajouter les hors-la-loi, on a 7000 ou 10 000. 7000 ou 10 000. Parce que moi-même, je vais créer mon église, les témoins de l'association des témoins spirituels de l'Emmanuel. Ouais, je vais créer mon église. Ah oui, je vais créer, parce que là, il semblerait que ça marche bien. Vous avez vu qu'il y a même un prophète qui a réussi à sortir et devenir acteur politique. Donc vous voyez, voilà ce que le système a favorisé. Enlever la sorcellerie, enlever le chômage, enlever les déceptions amoureuses. Les églises vont parler de quoi? Le sujet est mort. Oui, il n'y aura plus rien. J'ai dit enlever ces 4 principaux sujets: sorcellerie, des chômages, déception amoureuse et tout. Il y aura encore quel sujet dans ces églises? Rien. Oh ma soeur, vous avez été déçus par des hommes. Aujourd'hui, Dieu vous a libéré. La pauvre fille est décalée mentale. La pauvre fille est déglinguée. Elle dit oui, pasteur, vous avez raison. Le Seigneur m'a parlé. Oui, pasteur, vous avez raison. Pourquoi on ne part pas chercher loin? On ne part pas chercher loin, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous arrivez dans cette église, il y a un comité d'accueil. On vous prend, ils appellent ça l'écoute. Vous venez vous essayer. Oh ma soeur, raconte-nous ta vie. Oh ma soeur, ça s'est passé comment? Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu étais loin de Dieu comme ça? Je sais. Vous racontez. Ils prennent le résumé, ils vont donner au pasteur. Le pasteur en prend me dit, le Seigneur me parle. Toi là-bas, le Seigneur t'a vu. Toi ma soeur. Toi ma soeur, lève-toi, c'est le jour de ton jour. Le Seigneur a donné ton Monsieur Michel, même moi-même je peux être comédien. Je peux être un bon pasteur. Comédien. Nous avons une société de gens perdus. C'est le régime de Yaoundé. Les gens marchent, c'est la coque que vous voyez, monsieur Michel Ngachou. Les gens que vous voyez marcher, c'est la coque. Est-ce qu'on va dire que les femmes... C'est la souffrance. Est-ce qu'on dira que nos femmes sont plus des victimes justement de ce... Mais monsieur, nos femmes sont des victimes à cause de nous. Ça veut nous dire... sommes aussi les victimes des femmes. Oui, c'est réciproque. L'homme souffre pour la femme souffre pour l'homme. C'est réciproque, monsieur Michel Ngachou. C'est ce que nous vivons dans la société. Vous voyez une femme qui marche et parle seule. Vous voyez un homme, il marche, il coule même le pied, il tombe, il se lève, il est toujours en train de parler. Vous voyez ce que les comédiens font. Ils disent que, vraiment, quand vous voyez un pauvre marcher, il dit Paul Biya doit partir. Vous suivez souvent ça. Ça fait rire les gens, mais c'est la réalité de la société. Ça ne va pas dans l'esprit des gens. Les gens sont malades au Cameroun. Les gens souffrent, monsieur Michel Ngachou. La famine seule. Vous savez que si on calcule le taux de prévalence du VIH-Sida, la famine est pour beaucoup dedans. La famine. Il y a des familles où on ne mange pas. Vous avez vu la pandémie à Covid, pendant que les autres pays déployaient les sacs de riz et tout pour par la famille, pour s'occuper des familles. Au Cameroun, ça nous a déplacés parce qu'on ne connaît pas combien nous sommes, qui on nourrit, qui on éduque et qui on soigne. C'est ça notre problème au Cameroun. Donc cette fille n'est que la victime du régime de Yaoundé. Je n'ai pas 2 personnes que j'accuse, c'est le régime de Yaoundé. À l'époque du président Ahidjo, il avait refusé l'entrée des témoins de Jéhovah. Je le dis parce que c'est contenu, les textes sont là. Il avait refusé ces églises. Les premiers qu'on détectait même étaient emprisonnés, monsieur Michel. Oui. Vous avez vu ça, permis de travail. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne veux pas faire comme me fasse un procès d'intention, non. Mais je dis aujourd'hui, la prolifération des églises a fait en sorte que des mariages soient désormais brisés. Les familles soient dissociées, disloquées. Au nom de quoi? De la sorcellerie. Et je veux dire à ces gens, monsieur Michel... Pour finir, Charlamagne, s'il vous plaît. Le Dieu, le vrai Dieu, que vous dites que vous servez, ne va jamais vous dire que c'est ton frère ou c'est ta soeur qui veut te tuer. C'est ton père qui veut te tuer. Le vrai Dieu, je dis le vrai Dieu, ne va jamais le dire. Parce qu'en le disant, il a restauré la division. On dit qu'il est un Dieu d'amour. Je peux vous raconter des histoires. Non, merci. On reviendra. C'est le régime de Yaoundé. Donnons la parole à Dominique Audrey. Dominique Audrey, oui. Charlamagne pense que c'est le régime de Yaoundé qui est le problème.
Nous croyons également que c'est une entourloupe bien organisée des pasteurs qui, à chaque fois, tentent bien de faire des lavages de cerveau à ses filles et à ses sœurs et à nos sœurs, que vous êtes bien sûr, camerounaises. Comment trouver des solutions à ce type de problème aujourd'hui? Quelle est votre proposition personnellement? La même que Père Mbok. Il n'y a que la violence qui peut sortir cette jeune femme de là aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on va dans ces églises-là, on vous promet le miracle, on vous promet la richesse, on vous promet le mariage, on vous promet tout ce que vous n'avez jamais travaillé, essayé de travailler pour avoir. Malheureusement, aujourd'hui, on va dans ces églises-là parce qu'on espère qu'en un claquement de doigts comme ça, on aura tout ce qu'on a cherché toute notre vie. Et là encore, j'accuse l'éducation qu'on donne aux enfants, le goût de la facilité, malheureusement. Mais il y a aussi un phénomène dans les télés. Il y a la propagande qu'on fait autour de ces églises, puisqu'on parle de elles ont des chaînes de télé, oui. Oui, qui sont multipliées. Et des chaînes de radio aussi. Hein, oui. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme ça, on multiplie ce genre de chaînes de télévision? Bon, on vous dira justement que c'est lié à la tolérance administrative, Dominique Ossé. C'est pour ça que monsieur Mbachou disait que le gouvernement en place est responsable de ça. Il y a beaucoup trop de libertinage à ce niveau-là. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Imaginons aujourd'hui, non, ta vie change, machin et tout. Vous avez votre soeur là à la maison qui, vous-même, vous savez que son caractère, ou bien qu'elle ne fait pas d'effort pour travailler, elle va dire non, je vais à l'église. Tout va changer là-bas. Je vous ai raconté l'histoire d'une femme ici qui a perdu son enfant comme ça parce qu'au lieu d'acheter les médicaments et que le père de l'enfant donnait l'argent à chaque fois, elle a donné la bouteille au pasteur qui lui a mis entre guillemets l'huile d'onction. Au lieu de donner le médicament à l'enfant, elle donnait plutôt cette huile-là. Et fin des fins, l'enfant est mort parce qu'il ne suivait pas son traitement. Et aujourd'hui, ces gens-là refusent d'aller à l'hôpital. Personne n'est contre la prière. On dit que la prière, c'est la connexion, la communication avec Dieu. Ok, c'est chacun qui choisit comment il le fait. Mais maintenant, il faudrait que les gens ne perdent pas totalement la raison. Il faut être raisonné et raisonnable lorsqu'on décide de s'engager dans le chemin de la foi. Comment vous faites pour rester dans une église où le pasteur va vous marcher dessus, va vous toucher n'importe comment parce qu'il est en train de vous prier? Comment ça s'explique? Où est passé le respect? On dit que Dieu, monsieur Mbachou a dit que Dieu est amour. Dieu ne divise pas. Dieu ne vous dira jamais que tel voici, j'ai créé tous mes enfants, tel enfant est un scélérat, tel être un démon, c'est impossible. Dieu ne peut pas créer ce genre de scission. Il faudrait qu'en allant à l'église, vous ne laissez pas vos cerveaux en dehors. Allez avec et réfléchissez un peu. Moi, j'y vais. Quand j'y vais, mais maintenant, je raisonne un peu. de l'eau à ton moulin, oui, monsieur. Toutes les églises, vous faites un an à l'église catholique, à la fin de l'année, vous connaissez, vous avez fait le tour de l'église catholique. C'est les mêmes textes bibliques, c'est les mêmes trucs, c'est le même visuel. Ça ne change pas. Pareil chez l'église évangélique, pareil adventiste, c'est pareil. Les programmes de ces différentes églises sont connus au ministère de l'administration territoriale. Pourquoi ces nouveaux pasteurs? C'est parce qu'ils ont la bénédiction du système en place. Je vous assure, laissez les Camerounais un mois sans bière, sans sport, sans église de réveil, je vous assure, Yaoundé tombe. On a testé ça pendant la colère, le peuple va se lever. Oui, je vous dis, le peuple va se lever. Peut-être j'ai mal employé l'expression Yaoundé tombe, c'est une mauvaise expression. Je la retire, mais je dis, les yeux des Camerounais vont s'ouvrir. Non, mais écoutez, les Camerounais, vous voulez que les yeux des Camerounais vont s'ouvrir. Effectivement. Pendant le confinement, lorsqu'on a fermé les églises, les bars et autres, là, on a senti même sur Internet que ça a bougé. Parce que les gens, il y avait une prise de conscience. Les gens voulaient savoir ce qui se passe par rapport au coronavirus. Donc, on a libéralisé, on a dit non, repartez au bar. Allez-y au bar. Et depuis lors, on sent ce que ça se passe. Vous dites justement qu'il faut comment dire, fermer ces églises. Oui. Il faut les fermer. Il faut trouver un autre moyen de rééduquer la population. Parce que bon, les traditionnalistes, ils vous disent, écoutez, revenez à ce que vous êtes. Revenez à vos origines. Revenez à vos traditions. Parce qu'on est un peu perdu, vous ne croyez pas? Non. Qu'on limite les églises, qu'on limite considérablement l'accès, les ouvertures, parce qu'aujourd'hui il suffit que moi j'ai mon frère, nous sommes 5 à la maison, là on commence à taper les marmites et bof, on a déjà notre église. On gêne les voisins. Et les voisins se joignent à vous à un moment donné. Voilà, à un moment donné. Et comme je disais, dans la Bible qu'il prêche, on nous a dit que c'est Joseph, je crois, c'est Joseph qu'on avait vendu au désert et qui a encore sauvé sa famille. Malgré ce que sa famille lui avait fait. Et malheureusement, ces passages-là, on ne vous les présentera pas. On vous dira juste que c'est votre mère qui a tué votre enfant. Pourtant, dans la Bible, on prône l'amour pour la famille et non l'isolement et l'éloignement.
Donc, beaucoup de raisons lorsqu'on va à l'église. Qui n'oubliez pas une chose, vous portez un nom. Il y a 3 vérités qui ne vont jamais vous quitter. C'est que vous avez la peau noire et vous êtes les descendants d'un même ancêtre. Première chose. Deuxième chose, vous portez un nom. Ce nom est rattaché à une histoire de votre vie, une histoire de votre jour d'arrivée sur la terre. Vous avez une famille. Chaque fois que je dis Ngachu, Monsieur Ngachu, je ne peux pas m'asseoir sur les lieux, je dis Ngachu. Ça vous prend. Soyez même bouddhiste, soyez même ce que vous... Je dis Ngachu, ça vous prend. Vos histoires que je coupe. Je brise les liens. Merci. Les liens du sang. Allez, madame, messieurs, dans un instant, nous allons passer à la colère de Charles Hamel. Mais avant la colère, nous souhaitons effectivement que vous nous laissiez vos commentaires sur la page Equinox TV. Allez bien sûr vous y abonner. C'est important. Et nous précisons qu'en laissant vos commentaires, écrivez-les vraiment, synthétisés, contractés. Faites en sorte qu'on lise vos idées simplement. Parce qu'il y en a qui nous font toute une litanie, c'est assez compliqué, vraiment. Et donnez également la possibilité aux Camerounais qui vont vous lire et qui vont avoir la chance d'avoir ici justement le rendu, ce que vous aurez renvoyé, que l'on sache exactement quelle est l'idée que vous portez à travers les sujets qui sont évoqués sur ce plateau. Dans un instant, la colère, signé Charles Hamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du développement rural participatif et décentralisé dans ce pays. On a lancé le concept de décentralisation. On l'a implémenté là, il a fallu attendre plusieurs années avant que, entre guillemets, on ne nous parle d'une décentralisation accélérée pour organiser le grand dialogue national et désormais parler du développement rural participatif et décentralisé dans ce pays. Une question. Où sont les fonds censés être déployés pour favoriser l'implémentation de ce développement rural participatif et décentralisé dans ce pays? Que sont devenus les programmes gérés par le PNDP, l'Agence française de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds européen de développement FED et j'en passe? Voilà aujourd'hui 45 ans que le Cameroun, sur le plan de l'agriculture, est subventionné par des différents partenaires internationaux. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a considérablement bougé dans le secteur agricole. Comment comprendre que les budgets soient entièrement consommés, pourtant les mêmes problèmes demeurent? Comment comprendre qu'on affirme avec véhémence l'implémentation du développement rural participatif en zone rurale alors qu'il observe sur le terrain l'absence d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire et de gouvernance foncière? On ne peut pas dire une chose et on dit son contraire. Conséquence, on parle des nouvelles communes, on parle des mairies de villes, mais les mêmes problèmes de la date ou des dates des communautés urbaines demeurent. Mauvaise adéquation entre les exigences de gestion durable et d'utilisation des ressources à des fins économiques. Capacité de gestion, de contrôle et de suivi des ressources naturelles limitées ou biaisées. Manque de traduction de la volonté politique en stratégie de développement, agriculture de seconde génération, va-t-on nous dire. Faiblesse de capacité d'anticipation et de planification à long terme, partant de fait, synergie intersectorielle et bailleurs de fonds insuffisantes et non-alignement de quelques bailleurs qui continuent de ponctionner, de perfuser le gouvernement plutôt que d'assister les acteurs sur le terrain. Comment comprendre cet environnement fiscal peu incitatif aux investisseurs dans le secteur rural et retard dans la finalisation du document de fiscalité incitative qui a entraîné sa non prise en compte dans la loi de finances 2013? Comment comprendre ces interférences des rôles et conflits de compétences entre divers ministères sectoriels, notamment dans la gestion des ressources forestières, le développement durable, la commercialisation du bois? Plusieurs ministères chevauchent dans le secteur du développement participatif
rurale et décentralisée de ce pays. Faiblesse de la maîtrise d'ouvrage par les ministères techniques, limite des cadres juridiques concernant le statut de l'agriculteur et des ouvriers agricoles, ainsi que les services vétérinaires. Parce que dans ce pays, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut de l'agriculteur, mais on parle du développement rural participatif et décentralisé. Quelle grosse erreur! Il n'existe pas au Cameroun un cadre juridique, peut-être, cadre juridique incomplet ou inadéquat en matière de foncier et d'aménagement du territoire. Normalisation et contrôle insuffisant de l'application des normes existantes. Comment comprendre qu'on affirme l'implémentation avec véhémence d'un développement participatif en zone rurale alors que sur le terrain, les populations rurales sont formées de vieillards inactifs. Dans tous les villages, il n'y a plus de jeunes, ils sont dans les principales agglomérations. L'exode rural est accentué. Les conditions de vie très difficiles avec un accès limité aux principales commodités liées à la santé et à l'éducation. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de centre de prise en charge. Les vieux sont mourants, les jeunes en fuite. Le niveau de revenu est bas, incertain et lié aux emplois informels. Le taux de pauvreté y est élevé. Comment parler du développement rural participatif et décentralisé dans ce pays lorsqu'on ne cesse de décrier une insuffisance d'énergie, une insuffisante synergie entre les bailleurs sur les programmes de développement, accès difficile au financement et faible représentativité des institutions de microfinance dans les zones rurales, formation inadaptée pour les entreprises rurales, techniques de production agricole traditionnelle inadaptées aux besoins actuels de production de croissance, performance limitée des exploitations familiales rurales en termes de production et productivité, absence d'un système d'alerte rapide basé sur les données climatologiques pour aider les agriculteurs ou les producteurs à s'adapter, couverture sanitaire incomplète des animaux d'élevage, perte post-récolte importante du fait de l'enclavement des zones de production, coûts de production et de transport généralement élevés. Comment parler du développement rural participatif et décentralisé dans ce pays lorsqu'on ne cesse de décrire un faible niveau de commercialisation et de transformation des produits agricoles, développement insuffisant des infrastructures collectives, faiblesse de la gestion participative pour l'entretien. Les anciens propriétaires de GIC ont été recrutés dans les plantations des riches, des élites, des bobos qui les ont phagocytés, transformant plutôt le développement rural participatif en un développement centralisé. La colère de Charles Amel Mbathio ce matin, madame, monsieur, vous le suivez. Et ça nous amène quand même à une pensée forte à l'endroit d'un des nationalistes exceptionnels que connaît le Cameroun aujourd'hui. La personne Ruben Omniobé qui, le 3 janvier 1957, disait « Un peuple qui décide à lutter pour sa liberté et son indépendance est invincible et on comprend aujourd'hui qu'il faut absolument le faire. » Souvenez-vous également du livre de l'ingénieur René Dumont qui disait encore que l'Afrique est mal partie lorsqu'il revenait sur les réalités agronomiques au niveau de l'Afrique. La réalité également est perceptible au Cameroun, comme l'a très bien dit Charles Amel Mbathio ce matin. C'est une chronique justifiée, Bon Bengan. Oui, absolument. C'est une chronique très très justifiée parce que également transversale. Vous savez, on a toujours dit, même nous qui ne sommes pas allés loin à l'école, on y a fait 3 ou 4 ans, on nous disait toujours que le Cameroun est un pays agricole. Un pays agricole. Même vous qui êtes allés loin, c'est le même langage. Mais est-ce que l'agriculture participe donc au développement du pays? J'ai dit non. Est-ce que les Camerounais mangent à leur faim? J'ai dit non. Là, où est donc le problème? Le problème réside justement à 3 niveaux. Le premier niveau qui nous a plombés. Vous avez sûrement entendu parler des accords ACP, Caraïbes-Pacifique. Oui. Parce que vous avez fait allusion à Réunion du Monde. Il nous est interdit, il est interdit à nos pays de subventionner leur agriculture. Ça, on ne le dit pas. Mais on subventionne par derrière la production agricole des anciens ministres. Là, on ne le dit pas. La chose. Et cette première phase
était marqué par ce qu'on appelle la coopération, parce que dans les plans quinquennaux qui étaient encadrés par les fonds pour l'investissement et développement économique en Afrique et dans les pays d'outre-mer. Donc, la coopération française, soi-disant, nous aidait à nous développer sur tous ces plans. Vous voyez, il y avait les coopérants partout, tous les niveaux. Voilà la première phase. La deuxième phase qui s'est inspirée de là, c'est ça qui allait à ce qu'on appelle les plans quinquennaux. Il fallait contenir l'exode rural. On a créé par exemple un service civique national de participation au développement. C'est-à-dire qu'on créait les coopératives dans les villages. L'UCAO par exemple, à l'ouest, c'est une coopérative. Il y avait ici au Cameroun, à Konsamba, la fête du café. Effectivement. La fête du café, et même les collectivités territoriales décentralisées de l'époque, comme on appelait les mairies, on vous parlait de mairies de plein exercice, les mairies de ceci. Donc toutes les mairies n'étaient pas au même niveau. En réalité. Après, on est revenu à mairie rurale, mairie urbaine pour dire la chose. Donc, et c'est ce deuxième-là, plan qui a été, j'allais dire, qui devait servir de feuille de route au renouveau qui venait en 82. Malheureusement, ça a été abandonné en juin 1983. Nous sommes donc arrivés à la troisième de tâtonnement. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de tâtonnement. Charles Hamel a parlé des GIC, groupements d'intérêt commun. On a dit, ah oui, les coopératives ne servent plus à rien, c'est les GIC. Maintenant, les GIC ont ceci de particulier que c'est du n'importe quoi. On a même vu les GIC créer des centres de santé. Et les GIC sont encadrés par le ministère en charge de l'agriculture. Comment un ministère en charge de l'agriculture vous délivre les agréments pour l'ouverture d'un centre de santé? Au moment où ça se fait, on promulgue une constitution qui parle du Sénat. Du Sénat qui doit représenter les collectivités territoriales décentralisées. Donc, pour les textes, voilà à peu près. On vient donc, la Constitution est promulguée en 1996, mais on attend 2004 pour avoir les lois sur la décentralisation et 2008 pour avoir un décret d'application de la décentralisation. On ne fait pas, on ne commence même pas, on vous parle de transfert des compétences, etc. Que dit cette loi en réalité? On disait que les collectivités territoriales décentralisées doivent encadrer des jeunes dans les activités génératrices de revenus. Notamment l'agriculture. Oui, dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, un certain nombre de choses. Et même d'autres, alors de coiffure et beaucoup d'autres. Et c'est même ceux qui voulaient se lancer dans des petites entreprises en informatique et tout. Donc, mais on ne commence même pas. Après, on vient aujourd'hui avec Code général de la décentralisation, qui est arrivé en 2019. Vous voyez comment ça se fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire de manière exacte que nos sénateurs encadrent les collectivités territoriales décentralisées? Est-ce qu'on les voit sur le terrain? Et rien du tout. Donc, en fait, les sénateurs ne sont pas là pour accompagner les députés. Les sénateurs sont là pour accompagner les conseillers municipaux qui, en principe, n'ont pas d'institutions supérieures qui parlent à leur nom à Yaoundé. Mais eux, ils ne font pas, au lieu d'être là pour avoir les doléances des collectivités territoriales décentralisées. Et disons que il y a une différence, parce que les collectivités territoriales décentralisées font ce qu'on appelle politique d'urgence. Et le gouvernement a ce qu'on appelle les politiques sectorielles de développement. Donc, dans les politiques d'urgence, donc, ça doit être porté par une institution forte. Mais aujourd'hui, même les Camerounais pensent que le Sénat, il attend que l'Assemblée nationale lui envoie des lois. Ça doit être, j'allais dire, un problème ou alors une fonction au deuxième niveau. Mais le premier niveau, c'est accompagner les collectivités territoriales. Donc, en fait, le citoyen dans son épanouissement. Surtout sur le plan agricole. On vous a très bien compris sur ce sujet, mon Mengane. Merci de nous avoir permis de remettre cela à ce niveau-là, très important. Et ce matin, dans la chronique de Charles Hamel Battu, on parle effectivement de la mauvaise gestion du développement rural, participatif et décentralisé
peut-être c'est assez compliqué pour certains de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Et Mbombo a vraiment plus le temps de vous les expliquer ce matin. Mais maintenant, l'une des questions quand même qui a été posée dans la chronique de Charles Lamé, c'est où sont passés les fonds? Est-ce qu'il y en a? Si oui, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous avez au moins eu à entendre parler, Karine Sontia, des fonds, de ce développement, de cette gestion du développement rural participatif des centralisés? Oui, avec la BAD, les fonds de la BAD notamment, avec dans les fonds dans lesquels l'Union africaine allait participer à 25,600 millions de francs CFA. Et la première phase était de 2005 à 2011. Et en 2013, lors du début de la deuxième phase, il y a eu un problème parce que les observateurs disaient notamment que l'argent qui avait été prévu pour la première phase avait été détourné, une bonne partie avait été détournée. Et dans la deuxième phase, le gouvernement camerounais voulait impliquer les conseillers municipaux dans la réalisation, sauf que la BAD n'avait pas prévu ça dans sa feuille de route. Mais on n'a pas fait de bilan de ce qui a été fait, le premier budget qui a été décaissé par la BAD. Justement, c'est pourquoi c'est dans les débats télévisés qu'on a appris qu'il y a eu de l'argent qui avait été détourné dans la suite de la première phase, par exemple. Et dans cette deuxième phase-là, il y a eu ce problème entre le Cameroun et la BAD qui a fait en sorte que le projet soit biaisé à la suite. Sauf que les projets camerounais sont, ma foi, les meilleurs, je ne sais pas comment, sur papier, mais dans la réalisation, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que ce projet avait pour but de développer le secteur agricole dans les zones rurales, de renforcer les capacités des agriculteurs ruraux et d'appuyer les infrastructures rurales et coordonner aussi la gestion des projets. Dans ce projet, la primeur était donnée aux femmes. Sauf qu'il y avait tellement de ministères qui, à la fin, on ne savait plus vers qui se tourner. À la fois, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère des Pêches et de l'Industrie animale, il y a le ministère de la Femme et de la Promotion féminine, il y a le ministère il y a le MINCOF, le MINSanté, il y a le MINEDUC, il y avait aussi maintenant des groupements de femmes, des communautés et autres. Sauf que à la suite de cela, des GIC ont été mis sur pied. Des GIC qui avaient pour but notamment de regrouper les agricultrices et de permettre à ce que, à la fin du compte, le développement suive. Sauf que lorsqu'on a mis sur pied ces GIC-là, on n'a pas prévu des routes pour permettre aux produits qui étaient agricoles qui étaient produits de rejoindre les villes. Est-ce que déjà il y a un encadrement? Parce qu'on parle de GIC, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu un encadrement jusqu'ici? C'est pas le problème de l'encadrement parce que les GIC étaient créés par les personnes même qui ont parfois mis le projet sur pied. Chalamé vous a expliqué comment est-ce que ces GIC avaient été mis sur pied. Il vous a dit que parfois ce sont des grands agriculteurs camerounais qu'on connaît qui sortaient parmi leurs employés des personnes qui allaient mettre sur pied des GIC et à la fin ça devenait centralisé. Du coup, ça biaisait même la gestion de ces GIC-là. Et pourtant, le but des GIC était de miser sur un secteur agricole et de le développer. Sauf qu'il y a des GIC qui ont été mis sur pied dans le sud, par exemple pour le manioc, qui aujourd'hui ont disparu, et ainsi de suite. Dominique Audrey, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est mal mené, c'est mal géré pour que nous puissions effectivement continuer à consommer ce qui vient de l'Europe? Vous n'avez pas le sentiment que tout ceci est mal géré? Pourquoi on continue à consommer ce qui vient d'ailleurs, de l'Occident? Bien sûr, c'est clair et c'est totalement visible. Les recriminations de ces populations qui sont dans des zones censées être développées sur le plan rural, c'est que les réunions ou bien le développement s'arrête simplement de façon orale. On multiplie les réunions où on les invite et ça ne s'arrête que là. Ces personnes-là se plaignent de ne pas recevoir l'accompagnement nécessaire. Lorsqu'on parle de la décentralisation du développement rural, ça implique que le gouvernement devrait accompagner ces petits agriculteurs ou bien ces petits éleveurs ou bien les populations rurales avec notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des semences et un certain nombre de choses. Mais malheureusement, jusqu'ici, ça ne suit pas. Un pays pourrait effectivement se développer de par
l'émergence de ces différentes communes, de ces différentes zones. Mais ici, on ne le voit pas. Le développement rural participatif implique la réduction considérable de la pauvreté. C'est ça l'objectif primaire. Mais jusqu'ici, ça ne suit pas. À côté de ça, il y a l'accroissement de la production locale qui va permettre d'exporter même maintenant les produits de chez nous, de notre terroir. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir une sorte de développement dans nos zones parce que les bases n'ont pas été solides. Les bases ne sont pas Tout a été faussé à la base. Oui, tout à fait. Dominique Odé, vous gardez la parole. On va marquer juste une pause, madame, messieurs. On vous retrouvera dans un instant. Question de mieux vider ce sujet avec Sarah Lamembachou et tous les collaborateurs sur ce plateau. Bienvenue à vous si à l'instant vous vous joignez à nous. C'est 10-12 le Zénith. Nous sommes sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous vous rendrons compte. C'est le cadeau des cieux. 1000 milliards de ces rayons illuminent tous les lieux. Ma vie si loin de toi est comme des ténèbres sans feu. Vivre, se battre, espérer en ce monde cruel. Aimer, vibrer, respirer sur le monde sensuel. Oh toi, oh toi. Oh toi, oh toi tu me manques. De ces moments qui défilent, que reste-t-il d'essentiel? Je voudrais parler au cœur de ce qui est ordinaire. Dites-moi où se trouve le paradis sur terre, l'endroit où le temps fait la nuit, où le riz est éternel. Oh toi, oh toi, oh toi, oh toi tu me manques. Oh toi tu me manques. Oh toi tu me manques. Est-il possible qu'il y ait d'aller sans jamais de retour? Me voici esselé, sans abri, sans soutien. Ta présence me manque et je le sens si fort. Oh toi, oh toi, oh toi, oh toi tu me manques. Mignon tu fais bon amour, oh Meli papa. Que ça peut, tu mieux joli, ça bon chan connaît. Oh non tu es dans mon connu, bon chamoni. Oh toi, oh toi, oh toi, oh toi tu me manques. Oh toi tu me manques. Oh ficham je l'en pour me aller, ma cham je sais na pour me asser. Big go you, big go you. Akalonku ki mama, akalonku ki papa. Akalonku. Oh toi, oh toi, oh toi, oh toi tu me manques. Oh toi tu me manques.
Bon retour à vous, madame, monsieur, sur ce plateau. Et nous rendons également un hommage, vibrant hommage à un artiste qui nous quitte trop tôt. Une voix exceptionnelle du Cameroun, fierté de notre terroir. Aujourd'hui, Charlie Human n'est plus. Hier, l'annonce également a fait parler tous ceux qui l'ont connu. Lorsque vous écoutiez ces chansons, et cette chanson d'ailleurs que nous venions d'avoir en extrait sur cette antenne, vous réalisez qu'il y a du talent au Cameroun. On va en profiter pour adresser toutes nos condoléances à la famille de l'artiste, cette famille durement éprouvée par son départ, mais nous aussi, qui l'avions connu et qui avions vraiment aimé ses chansons et celles proposées en ce jour, c'est bien sûr un hommage rendu à cela. Un énième artiste qui s'en va dans des circonstances troubles. Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec Charlie Human? Charlie Human qui au début des années 2000, surtout 2010 aussi, a fait rêver plus d'un Camerounais et nous étions extrêmement surpris par son genre, par son doigté, par son talent, par la musique qu'il proposait. Je parle bien de musique parce qu'on va aujourd'hui dans les villes de Yaoundé, surtout en Borbi. Non, la musique. Merci. Bon, on laisse pas Yaoundé, on a Yaoundé est là. Allez, Charles Hamel, avant de venir à vous, Dominique Audrey tout à l'heure, vous nous expliquez également qu'il y avait un certain nombre de manquements. Vous revenez justement sur la réalité qui empêche en fait que qui prouve que la mauvaise gestion du développement participatif, du développement rural participatif et décentralisé, vous tentiez de nous donner quelques éléments pour mieux nous faire comprendre ce qui se passe dans ces localités camerounaises. Oui, je pense qu'on ne devrait même pas ajouter décentralisé dans le développement participatif parce que ce n'est pas effectif. Lorsqu'on parle de développement rural décentralisé, ça veut dire qu'on implique les populations. Ils arrêtent d'être simplement des administrés et deviennent des partenaires à part entière. Ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur mot à dire dans le développement de la communauté. Et ce n'est pas le cas dans certaines zones. Le projet de développement participatif a été pensé pour être implémenté dans les régions de l'Est, de la Damawa, de l'extrême nord, par exemple, là-bas. Il était question dans ces zones-là d'avoir des ponts, des écoles et tout. Et dans ces processus-là, dans l'implémentation de ces processus, on devait avoir la participation effective des populations. Et je l'ai dit ici, ces processus-là ne se font qu'à travers des tables de dialogue qu'on multiplie. Les actions ne suivent pas. Et à côté de ça, si on prend même simplement dans le secteur agricole, le développement agricole de ces zones-là, on se rend compte que la famine persiste toujours. Pourtant, lorsqu'on parle de ce développement-là, on doit arriver à pouvoir avoir une sécurité alimentaire, avoir une production qui nous permette d'accroître les revenus. Et à côté de ça, on va pouvoir augmenter les productions vivrières et s'illustrer comme des exportateurs. Pourquoi pas? Le rêve est permis. Donc, pour que les choses se passent bien, il va falloir qu'on donne la latitude, qu'on décentralise effectivement les choses, qu'on donne la latitude aux différentes populations de développer leur localité. Je crois que si on multiplie les développements à plusieurs endroits, on aura un développement global qui sera éclatant. Dominique Audrey ce matin, merci infiniment pour cette appréciation, mais surtout pour cet éclairage que vous nous apportez. Mais Charles Hamel, on va comprendre où sont les fonds qui favorisent en même temps ce développement. Le PNDP, vous l'avez cité tout à l'heure, le FED, l'Union européenne et pas mal d'organismes sont investis dans ce secteur. Le Cameroun, entre guillemets, peut sembler être à la traîne ou, comme on l'a très bien dit, on ne vous donne pas de financer votre agriculture globalement, mais surtout, les budgets sont entièrement consommés, on n'en sait rien. Est-ce que, à ma question à Dominique Audrey, tout n'est pas fait pour qu'on reste suspendu à la consommation extérieure et revoir même le lien avec les accords ACP aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, entre 2000 et 2016, près de 400 milliards de francs CFA ont été détournés dans le secteur lié au projet agricole. Vous parlez 400 de milliards. 400 milliards. 400 milliards. Le chiffre n'est pas... Je dis 400 milliards, c'est hormis les programmes. Parce que le programme filière maïs, c'est un budget. Programme filière patate, c'est un programme. Filière manioc, c'est un programme. Filière riz, c'est hormis les programmes. Je vous dis 400 milliards ont été détournés et ils sont là. D'autres sont aux États-Unis en train de se balader tranquillement. D'autres sont en train de cuver et ils sont tranquilles. Ils sont là. Ils ne sont pas inconnus, monsieur Michel Ngachou. Le Cameroun a plus de 700 partenaires.
plus de 700 partenaires, que ce soit la coopération bilatérale, multilatérale, toutes les différentes, la coopération sous-régionale. Il y a plein de partenaires qui accompagnent le Cameroun dans ce secteur. Ça servirait à quoi à une propriétaire de restaurant de faire la nourriture lorsqu'elle sait que personne ne viendra manger sa nourriture, Monsieur Michel Ngachou? Même lorsque vous entrez dans un restaurant, vous enlevez l'argent pour payer. Si vous abandonnez la nourriture en cours de chemin, malgré votre argent, elle a mal, Monsieur Michel Ngachou. Qu'est-ce qu'on fait pour retenir les gens dans les villages? Vous parlez tout à l'heure. C'est des grabataires qui sont au village. L'exode rural, c'est un problème fondamental. Vous pouvez parler de développement rural participatif. Participatif veut dire que vous incluez tout le monde. Et décentralisé. Participatif, ils sont où? Les voilà à Douala. Monsieur Michel Ngachou, à partir de 21h, à partir de minuit, 1h, sillonnez les rues de Douala. Je vous donne 3 points. Vous allez ici au niveau de Dalip. À Dalip, vous allez voir les bensikineurs qui dorment sur les motos. Bonacouan, vous allez voir les bensikineurs qui dorment sur les motos. 2 églises, c'est le village. 2 églises, c'est le village, Monsieur Michel Ngachou. Ngachou est venu faire quoi? Ça ne donnait plus au village. Je suis venu me battre. La moto dans... Qui a encore favorisé la moto? Ce gouvernement de Yaoundé. C'est le gouvernement de Yaoundé qui a dit laissez entrer les motos. Maintenant, vous dites développement participatif, développement rural participatif et décentralisé. C'est pour décentraliser avec qui? Le problème de la terre que vous avez vu au Zimbabwe va se poser au Cameroun, Monsieur Michel Ngachou. Préparez-vous. Mais écoutez, les Blancs n'ont pas les terres ici. Non, là, maintenant, c'est des riches. Les élites contre les populations. Dans des villages, tous les GIC ont été absorbés par des élites ministérielles. Excusez-moi, je parlais trivialement pour qu'on comprenne. Monsieur Michel Ngachou, vous êtes ministre de l'Agriculture. Vous arrivez dans votre village, vous réunissez tous les GIC, vous prenez les plantations, tous les gars des GIC travaillent désormais chez vous. Même la forêt sacrée, ils prennent. Il n'y en a plus. C'est déjà réquisitionné par ces élites. Aujourd'hui, les populations demandent leurs terres et se rendent compte qu'on a inscrit leurs terres dans des programmes au ministère du développement, de l'agriculture et du développement rural. Vous avez, Monsieur Michel Ngachou, environ 4 ministères qui se chevauchent. Alors qu'à l'époque, Bamboka bien fait de le souligner, il n'y avait qu'un seul ministère, le ministère de l'Agriculture. Vous avez le ministère de l'Environnement et la protection de la nature. Il intervient dans l'agriculture. Vous avez le ministère de la faune et la forêt dans l'agriculture. Vous avez le ministère du développement de l'agriculture et du développement rural dans l'agriculture. Vous avez le MINEPIA dans l'agriculture. Tous se chevauchent à telle enseigne que, M. Michel Ngachou, il y a tellement de chevauchement en termes de compétences intrasectorielles que finalement ça ne va pas. On a vu des zones où rien n'a bougé parce que le MINEFOP, le ministère de la Faune, le ministère de l'Environnement ne sont pas entendus sur des projets. Comment est-ce que le gouvernement ne peut pas voir que 4 ministères ne servent à rien? Un seul ministère réuni pouvait faire. Mais parce qu'il faut remercier les amis. Parce qu'il faut dire merci au tonton qui vous a fait installer, vous vous retrouvez dans cela. Au niveau de la coopération multilatérale, vous avez des aides qui sont... Les engins agricoles sont où? On parle de l'implémentation, M. Michel Ngachou, du développement participatif et décentralisé, lorsqu'on n'a pas pensé à accroître la contribution au produit intérieur brut. On n'a pas pensé à l'emploi et à l'amélioration du solde de la balance commerciale. On n'y a pas pensé. On n'a pas pensé à développer la consommation des produits locaux. On ne consomme pas les produits locaux, M. Michel Ngachou. Le Made in Cameroun n'est pas valorisé. Mais M. Michel Ngachou, j'entre en forêt, pourquoi? Quand je sais que mes produits vont pourrir. J'entre dans les champs, pourquoi? Quand je sais que vous n'allez pas consommer. Vous êtes au ketchup. Vous êtes en train de manger les spaghettis qui nous viennent d'Italie. Vous êtes en train... J'entre pourquoi, M. Michel Ngachou? Quand ce que nous produisons, nous ne le consommons pas. Alors le gouvernement est en train de nous faire des tartufferie, M. Michel Ngachou. Il est temps qu'il revienne véritablement, qu'on efface cette poudre de perlimpinpin qui est sur notre visage et qu'on voit la réalité en face. C'est la mort. Merci beaucoup. Il y a un autre ministère qu'on a ajouté. Ministère... mais qui n'a pas de nom, qui n'est pas dans l'organigramme, mais qui joue, qui surplombe même tous les ministères. C'est lequel? Ministère délégué à la présidente de la République chargé des Chinois. Ah bon? Chargé des Chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Les Chinois ont pris tous les terres. Les Chinois ont pris tous les terres. Ici. Ah d'accord. Mais je vous dis, les Chinois vendent même quand ils vendent, d'abord, vous ne pouvez pas livrer dans les restaurants chinois. Impossible. Donc vous pensez que les Chinois vont acheter les tomates, l'ail et tout? Non.
Ils ont leur... Donc il y a donc un ministère. Des condiments Merci, verts. mon papa. Voilà, des condiments. Et quand c'est ce qui reste, parce qu'ils vont livrer au marché, ce qui reste, ils vont faire la vente à la sauvette. Là. Non, Merci, mais merci. monsieur Michel Non, Gatou, on va on a poursuivre. l'occasion On a de très peu de temps, vous dénoncer, savez. il faut qu'on dise que c'est à Bomono. C'est à Bomono qu'ils ont des champs. Bomono, C'est à Bomono Bomono, là-bas qu'ils ont des champs. On parle des à Chinois. tomates. Oui, On parle des je suis Chinois. le même Mais sujet, vous c'est savez pas que la que Chine a acheté des hectares de terre au Cameroun. Je vous Ah, ai dit, et ce n'est voilà, pas seulement on on va va Bomono. revenir à ça. Ce n'est pas seulement ouais. que Mais Bomono. qui ne nous en fume plus avec leur projet de développement participatif. On en rural et tout reviendra, ça, on en parlera, Le Charles Amel développement Bachou. des ventes Vraiment, de terrain. la colère est exprimée ce matin et les Camerounais également sont en colère parce que nous vous demandons quand est-ce que vous, Camerounais, quand est-ce que nous, Camerounais, allons nous lever pour dire nous revendiquons notre pays, nous revendiquons nos terres, nous revendiquons notre territoire. Quand allons-nous nous réveiller pour dire quel est l'avenir justement de nos enfants? Quel est même notre avenir? Parce que aujourd'hui, Nous avons des élus. mais ces Ils élus sont en même encore à temps, l'Assemblée la question ce matin a été posée en bon Bengan, nous étions en pleine radio. Je lui demandais, mais ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, les Camerounais ont encore confiance à ces élus qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale quand on sait qu'il y a des projets de loi qui sont en train d'être préparés On a dit qu'ils tombent sur la table. et qui arrivent progressivement. Voilà. Mais nous, Le gorille. mais nous voulons leur dire, Non, il y a un cinquième qui est tombé. non, le cinquième en même temps, on en parlera, mais c'est pas grave. Il n'est pas très grave, mais on attend C'est le voir ce que ça va donner. sixième, c'est le sixième. On qui va attend le tomber entre sixième. 22h et 6h. On attend, dans la nuit de on attend bien jusqu'au 6e. Madame, Monsieur, merci de nous permettre de lire vos messages. Vous êtes assez nombreux à nous les envoyer. Merci infiniment pour la fidélité. Ce pays, nous allons le reconstruire avec vous. Au moins, vous avez des idées dans un premier temps. Mais nous vous disons, n'oubliez pas que demain, c'est aujourd'hui. Karine Sontier. Les femmes sont tellement sensibles. Le secret de ces pasteurs est simple. Il prend son micro et dit dans la salle, il y a une femme qui veut le mariage, l'enfant, l'argent et tout. Donc, il touche les sujets. Donc, 80% de ses fidèles y souffrent. Voilà comment on les embrouille. C'est le paresseux qui aime le miracle. Yannick Joël Modjo. Quand il faut soigner le pasteur, on cotise l'argent. Et quand il faut soigner le fidèle, on prie. Bah, écoutez, Non, là, je suis pas. Il faut qu'on explique. C'est le paresseux qui aime l'argent, mais est-ce que le Camerounais est paresseux? C'est pas comme ça que s'est passé le problème. Et Charles Amel l'a bien expliqué tout à l'heure. Lorsqu'on commence la fermeture des entreprises en 1987, le chômage gagnait et au fur et à mesure qu'on y avait, que les idées de Gorbatchev doublées de Mongo Betty, de tout ça, Moukoko Piso, donc le processus démocratique engagé, le pouvoir a pris peur. Le pouvoir a pris peur, telle sorte qu'il y a une grande masse de la population qui risque de tourner vers l'opposition et ça peut renverser. Voilà comment on favorise la création des bistrots, des ventes emportées à côté des établissements scolaires, mais également on libéralise les églises. très bien, bon. Pour que justement on puisse... Pourquoi? Parce que faut dire ceci. Papa qui travaillait... On a très peu de temps. Hein, non, oui, il faut... Parce que quand les compatriotes ne savent pas. Papa qui travaillait, qui a été mis à la porte par Bata, par Midévive, par le ONCPB, par Sotuc, il n'a plus de repères. Maman est obligée de rester seule à la maison. Donc, maman, face à ça, il n'y a plus le riz de 100 kilos qu'on a c'était tout le fin de mois et le sac de Njombe Makabo, comme il est là, on savait, n'existe plus. Voilà comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Et pour contenir cette crise-là qui risque de renverser le régime, on vous envoie donc tout. Et même le football a été gâté. C'est-à-dire que même les Lions indomptables qui ont donné l'espoir en 90, on libéralise tout, même les écoles de football naissent partout. Tout le monde veut ressembler à Oman Biyi, Kamila et tout. Donc, et là, c'est incontrôlé. On vous produit dans un secteur incontrôlé. On produit donc des secteurs incontrôlés pour aller vous émouvoir là et laisser les vraies choses tranquilles. Il ne faut pas faire comme si les Camerounais sont tellement paresseux, ils attendent la facilité. Justement, c'est pas vrai. Ce que vous dites est tellement pertinent qu'il faudrait justement que l'on dise à nos frères et sœurs camerounais et africains, pour ceux qui nous regardent, que le sport a été, effectivement, vous parlez de football, on l'a ramené pour vous divertir davantage. Oui. On a des églises dont on a favorisé justement leur implantation pour davantage vous égarer de tout éventuel soulèvement. Et finalement,
dites les choses clairement. Pourquoi vous aimez la diplomatie? Dites pour vous écarter des problèmes politiques. C'est tout. Pourquoi vous voulez Il a fait la philosophie. Vous allez aller à lyrique. Bon, Bengan. Ok, merci beaucoup. Allez, Karine, sont les messages. Alors, je suis sûre qu'on lui a dit que c'est eux qui ont tué son bébé. Patou qui a écrit ce message. Affaire des églises de réveil, là, ils sont pires que le coronavirus. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Ceci démontre que beaucoup de chrétiens meurent aujourd'hui pas parce qu'ils ne prient pas ou parce qu'ils ne sont pas allés à l'église, mais parce qu'ils ne sont pas enseignés. L'église est d'abord une école. Éric Sergeteto qui écrit « L'église surtout réveillée est responsable de détournement de plusieurs personnes, des jeunes encore plus. On formate leur cerveau et ils ne respirent plus que les paroles violentes du pasteur. » Alors, l'histoire de ce matin n'est pas une première dans notre société actuelle. Nous sommes dans une ère pratiquement dominée par ceux qui disent être chasseurs de démons. Mais bon, je propose à la famille d'amener la fille ailleurs, changer carrément de ville et qu'il se rapproche d'un traditionnaliste. C'est mieux à faire car 95% des soi-disant églises aujourd'hui sont des sectes. Darlene Timéné qui nous a écrit. Et Charles, tout à l'heure, vous avez fait une petite mention. Vous dites que lorsque le pasteur est malade, on cotise l'argent pour le pasteur. Oui, mais lorsque le fidèle est malade, on prie pour le fidèle. Je reviens sur une petite précision. Oui. Moi, je ne comprends pas que on va vous dire il y a la dîme, ce qui est normal. Et que moi, on a donné des dîmes. Moi, j'ai dit que je n'en donne plus. Moi, je parle de moi perso. Je n'en donne plus. Qu'est-ce qui se passe? Charles, même vous avez un problème, je vais réagir. Il y a le passant qui est dans la rue qui a un problème que je ne connais pas, je vais réagir. Mais maintenant, je ne comprends pas comment. Si nous sommes 1 million de fidèles, entre guillemets, et que nous donnons chaque dimanche 100 francs, ça fait 100 millions de fidèles. Nous avons 52 semaines en une année. Est-ce qu'on peut comptabiliser et voir ce qu'il en est aujourd'hui? Monsieur, vous êtes un opposant. Dans l'église, vous serez le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas les gens qui réfléchissent. Il ne faut pas s'attacher au matériel. Je peux vous assurer que j'ai assisté une fois au cinquantenaire. Je sais pas si c'est le cinquantenaire. Ici à quoi? C'est le cinquantenaire, non? De quoi? L'église évangélique. Ah d'accord. Oui, le cinquantenaire, c'est l'église du centenaire. Où j'ai vu des pasteurs jeter les soutanes et sortir les karatés. À cause de l'argent. Non, je dis l'argent. Donc, laissez l'affaire. Et le pasteur est soupçonnable, monsieur Michel Gachou. Je voulais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui était à quelques mois de son ordination comme pasteur dans une église de réveil. Et il perd ses parents, il arrive, on lui donne la succession. On dit c'est lui qui va prendre la succession de son père. Il dit je ne prends pas vos histoires, vous me parlez de succession et tout, je ne suis pas dedans, moi je vais être pasteur. Il va, on le consacre, pasteur, monsieur Michel Gachou. C'est une histoire vraie. Vrai, il est là, il est vivant même ce monsieur. Il rentre au village, il prend le ciment, dans la zone où on avait mis les crânes des parents, il tourne le béton, il cimente toute la maison. Toute la maison, il avait les crânes. Il rentre, on lui donne ce jour-là la parole à l'église. Il ouvre la bouche, il n'a plus de voix. Il perd la vue. Je dis à l'hôtel, il perd la vue. Il a fait 6 ans, monsieur Michel Gachou, il n'avait sans voir. Un jour, il est couché à la maison, bon, il dit qu'il ne se sent pas bien, il demande que l'église vienne prier sur lui. Le pasteur ou ses proposants, c'est qui, lui dit qu'il n'a pas d'argent, pour venir. Il dit c'est pas possible. Pour le déplacement. C'est là où sa grande soeur vient lui dire tous tes malheurs que tu as jetés quelque part, on m'a dit, va casser, il n'y a que toi qui vas aller casser ce que toi-même tu as fait cimenter. Ouais. C'est là où il dit ça amène-moi au village, il faut qu'on aille au village, il se déplace, ils vont au village, il arrive, il recasse les carreaux là où il avait fait cimenter sous les crânes de ses parents, il casse, on lui demande de passer la nuit, passe la nuit, le lendemain il se lève, il voit et il parle. Je vous dis que allez à côté de lui, vous dites que Jésus sauve. C'est le coup de poing qui va faire. Seulement que Jésus sauve et guérit. Non, je vous dis ça pour dire qu'il y a des exemples. Vous avez des prêtres qui se retrouvent à aller. Jusqu'à aujourd'hui, un problème qui se pose à l'église. Depuis que les gens savent que Monseigneur Cléda est en train de soigner, les gens se disent, mais attention, on nous avait dit que l'église et tout, comment c'est l'archevêque qui va utiliser les plantes alors que c'est démoniaque, alors que c'est mystique. Non, je dis, bon, on le dit tous les jours sur le plateau, faites très attention. Ouais. Il faut donc faire très attention, Camerounais, non pas Bonbon. Peut-être pour aller au même sens que Charlamel, pas des histoires. Je dis toujours que je suis petit-fils de catéchiste. S'il y a un choc que je porte jusqu'à présent, c'est de savoir que mon grand-père, Ngachou Michel, qui a été à Banganté dans l'Ondé,
décède et que pendant l'organisation de ces obsèques, qu'on dise qu'on a l'église qui l'a servi pendant 60 ans. Qu'on dise, bon, vraiment, il faudrait qu'on fasse la messe. Et qu'on demande encore que la même église demande à ce que vous payiez le prêtre qui viendra célébrer la messe. Et payer justement les messes. Mais vraiment, est-ce que Dieu vous demande de vendre les sacrements? Moi, je ne comprends pas. Alors, moi, je pense que honnêtement, il y a des frustrations qui naissent aujourd'hui. Et on dira, autant bien, on va, tant qu'on le peut, demander aux Africains de se réveiller. Demander aux Africains de se mettre debout et de se dire où est-ce que je pars là. Grand-père en même temps, souvenez-vous, Charles Membatou, il a donné des terres à l'église. Je vous dis, il a donné des terres. Aujourd'hui, ces petits garçons, non, j'en fais partie, ces petits fils que nous sommes aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que vous avez hérité? Allez à Bassamba, où on parle de Bassamba, allez voir l'église catholique de Bassamba, exactement. Ça, c'est seulement votre cas. Je parle de mon cas perso. Ça, c'est votre cas. Allez de ce côté. Allez à Bassamba. Monsieur Michel Ngachou, Je permets. Quand vous allez à Bassamba aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'endroit qui était réservé à l'ancienne mission catholique, mon grand-père, pour ceux qui le connaissent, a été là-bas. Et ce qu'il a fait, aujourd'hui, j'ai dit que c'est l'antenne MTN qui est imposée là-bas. L'église catholique est venue titrer l'espace, donc on a droit à rien. Écoutez, c'est justement ce que je suis en train de dire, monsieur Michel Ngachou, qu'il est temps que les Africains, on ne demande pas de, moi je le dis, et j'assume, je ne demande pas aux gens de tourner le dos à l'église. Je ne demande pas les gens, quand on dit aux gens, revenez vers la tradition, c'est chacun qui a le libre arbitre. En nous, il y a le bien, il y a le mal. Lorsque vous arrivez, vous discernez. Mais lorsque vous vous rendez compte que le chemin sur lequel vous êtes en train d'aller vous perd plus qu'il ne vous ramène. Non, vous revenez au bon chemin. Voilà, Karine, rapidement des messages. Aïe, c'est vrai que... Quand ça... Vous savez, pour une fois, on est tous d'accord sur le plateau. Elle soupire. Comme avec les Occidentaux. Elle soupire. Elle soupire et on se rend compte qu'il y a des éléments de vérité qui passent par là. Et tous les messages concernent l'histoire du jour. Oui, allons-y avec l'histoire du jour. Je n'ai jamais compris comment tes parents peuvent t'éduquer, te nourrir. Et lorsque tu grandis à cause des églises et prières, tu commences à les appeler sorciers et les bas manger les gens. Ces spécimens qui réagissent ainsi sont nombreux en Europe. Les parents les envoient en Europe pour recevoir en retour le nom de sorcier. De grâce, mes frères, retrouvez vos traditions. Et le vrai sorcier qui est Jésus, il ne le voit pas. Oui, mais peut-être pas au sens péjoratif quand il dit que les sorciers, parce dans que le sens que dit même à l'église, on nous le disait justement que le plus grand sorcier de tous les temps s'appelait Jésus. Donc que le sorcier maléfique... Il a commencé sa sorcellerie avant 10 ans. On dit qu'un jour, il est monté sur la toiture avec son père. Apparemment, la latte ne suffisait pas. Il a dit à la latte de se prolonger. La latte a suffi. Il est allé rendre visite à ses amis. Cette version, on la connaît pas, mon bon. Non, attention. Il est allé rendre visite à ses amis. Le maman les a cachés derrière la porte. Ils ont commencé à faire comme si c'était des... Non, on sait qu'à nous, tu as transformé l'eau en vin. Ça, c'est une réalité. Voilà. Tout le monde le sait. On sait également que ces enseignements dans le temple étaient assez compliqués. Allez, Karine, son petit message. La nourriture qui a nourri 5000 personnes. Un pain et 3 poissons qui ont nourri 5000 personnes. C'est pas la sorcellerie. C'est un miracle. C'est ça, c'est le miracle. Vous croyez au miracle? Le miracle qui est l'émanation de quoi, la sorcellerie? Quand il dit aux gens, buvez mon sang, mangez ma chair, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie. C'est comment? C'est pas la sorcellerie. La sorcellerie est physique, hein? Vous avez vu comment on mange quelqu'un physiquement? En tout cas, on va vous dire merci à vous, madame, monsieur. Vous êtes assez nombreux. Et Karine Sontiari au point d'en pleurer, c'est assez compliqué quand même sur le plateau. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci à tous ceux qui sont africains aujourd'hui. Vous le savez, le Cameroun en ce moment est en train de traverser une période compliquée. Et nous sommes heureux de vous dire qu'au-delà de l'image, notre objectif c'est de vous rendre compte. Mais le compte rendu, c'est aussi de vous dire, s'il vous plaît, gardez votre éveil comme on le veut. Et il faudrait que chaque Camerounais, que vous soyez dans un petit village où vous nous regardez, vous avez l'obligation de vous dire quel est le Cameroun que moi je veux pour demain. Et c'est aussi notre rôle sur ce plateau. On va peut-être dans un moment, avant de marquer la pause, si jamais la pause aussi, parce qu'on sait, il y a très souvent des pauses avec la pub et tout ça à la fois, dire que chaque Camerounais, où il est, doit ouvrir les yeux et se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est maintenant.
C'est maintenant. Oh. Retournez vous regarder l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer là-bas? Dites-nous. Depuis hier sur la toile, on ne comprend rien. On nous balance d'une info à une autre. Elle est morte, elle n'est pas morte. Il est mort, il n'est pas mort. Tout est... On ne nous dit rien de concret. Mais nous, on vous dit, le regard n'est pas là-bas. Qu'il meurt ou qu'elle meurt, ce n'est pas là-bas. C'est à l'Assemblée nationale. Et nous resterons vigilants. Et surtout demain, Sauf que... entre 22h et 6h, les choses là se préparent à 16h. Voilà. Veillez et priez afin que nul ne soit surpris. Non, je Vous suis donnez la Bible. Non, ça c'est pas dans la Bible, ça la Bible. Veillez et Non, non, ça c'est pas dans la Bible. je viendrai comme un voleur. C'est dans la Bible. Je viendrai comme un voleur. C'est-à-dire- Veillez et priez. Jésus prend tellement des exemples. Je viendrai comme un voleur dans le... C'est lui-même qui a parlé, non? Non, mais c'est pas vous dire en même temps que Jésus, pour ceux qui y croient, a existé. Hein. Non. Pour ceux qui y croient. Aucun texte vous êtes- archéologique n'a montré l'existence de Jésus. Non, C'est mais à la il y en a aujourd'hui qui sont je veux dire, des kamites qui disent aujourd'hui que Jésus a véritablement existé et que Jésus était un noir issu justement de Et il y l'Égypte. avait un footballeur angolais qu'on appelait Jésus. Mais non, le Jésus qui est devenu le Christ, il n'y a aucune. Là, moi, je peux faire ce débat avec le nonce apostolique qui est à Yaoundé. Si vous voulez, vous l'appelez. Vous parlez vous tiendrez? Oui, pour l'existence de Jésus. Je vous dis, il n'existe aucun repère archéologique qui montre l'existence de Jésus. Aucun. Et la tombe de la Mombo. Mais bon. J'ai dit aucun. Non, mais écoutez, vous ne direz Ah, pas voilà. que la Si tombe... je vous dis c'est une histoire tronquée, je veux un religieux qui croit en Jésus, vous organisez un débat, on fait ce débat. Très bien. On va le faire. On va l'organiser, On va ça c'est organiser. sûr. Ne Il vous faut en faites qu'on pas, soit on le fixé. fera. Allez, madame, monsieur, on va passer bien évidemment à la revue des réseaux sociaux. Karine Santia est allée recueillir pour vous quelques sujets qui ont retenu votre attention pendant ces 24 heures. Karine, arrêtez de rire, je vous en prie. Et puis, Non, revenez à je ne l'essentiel. ris plus, Voilà, c'est bon, arrêtez. c'est fini. Hein? C'est fini. Allez, revenons à l'essentiel. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Oui, cette fois-ci, on parle du coronavirus, corruption mondiale autour de la pandémie. Le professeur Perronnet de France balance tout sur des personnes payées pour ne pas rendre public certains protocoles sur BFM TV le 15 juin dernier. On vous permet d'écouter un extrait. Là derrière, et tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça, mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je peux pas accepter ça. Qui fait le tour de la toile, le professeur Perronnet dit que normalement il a fait des recherches sur des protocoles de traitement contre le coronavirus qui n'ont pas été acceptés et puis on a payé certains de ses collègues pour que ces derniers rendent public des molécules qui ne sont pas vraiment les bonnes et que le coronavirus en fait c'est une grosse machine de corruption de toutes les façons. Voilà ce qu'on a pris pour vous. Bonbon Bengan, lorsque ça commence à se gâter entre eux, comme on dit souvent entre nous au Cameroun, ça commence à se gâter entre eux là-bas, et qu'on en soit où nous en sommes aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'occasion effectivement, parlons du Cameroun, pour nous qui sommes Camerounais, et disons aux Africains, faites confiance à la médecine africaine qui soigne le coronavirus, même comme ils ne veulent pas qu'on les rende publics. Justement, vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Même dans l'association des sorciers, les gens qui mangent la nuit, là, il arrive toujours que quelqu'un dise non, vraiment. Le gars ne méritait pas ça. Oui, Michel l'a convaincu, non, c'est Non, un gars, non, il m'a quel exemple, Bonbon? il m'a donné les bonbons, on ne va pas le manger. Il vient dire qu'on a mangé et on a cherché à manger Michel hier dans la nuit. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui se passe. Il se trouve que la mafia mondiale commence à avoir des failles à l'intérieur et il y a des repentis, ça existe, des repentis. Ils disent que pendant longtemps nous avons tué les gens. Parce que j'invite souvent des gens à lire ce livre, paru en 2002 chez Fayard, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, du Suisse
Jean Ziegler. Il a cité là-dedans un auteur américain qui a dit McNamara a tué plus de gens à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était secrétaire d'État aux Américains et engageait la guerre du Vietnam. Donc, le système des Nations Unies est un système qui tue, tout le monde le sait. Et l'Organisation mondiale de la santé n'ont pas un laboratoire pour dire quand Charles Mbachou envoie, on regarde. Non. Ils ont des lobbies, surtout des administrations aux États-Unis. Les États-Unis en ont placé un au Japon et un autre en Allemagne. C'est eux qui contrôlent. Mais maintenant, comme les Chinois sont arrivés, les Chinois ont étudié la mafia mondiale, chers amis. La Chine est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine a refusé d'entrer au General Agreement on Tariff and Trade, qu'on appelait GATT, qui est devenu Organisation mondiale du commerce en 2002 à Doha au Qatar. Parce que la Chine a étudié. Quand la Chine vient donc me dit, je vais vous battre sur votre propre terrain. Elle vient donc, elle sait que c'est un système de corruption. Elle sait que c'est un système qui gère ceci. Elle vient donc corrompre plus que les Occidentaux. C'est comme ça que la Chine nous les bat sur leur propre terrain. Et il arrive donc maintenant que les Chinois, dans la politique d'infiltration, ils ont infiltré aussi les mouvements à l'Occident. Donc, commencent à donner des bourses à certains chercheurs, ils commencent à donner ceci, et ces chercheurs-là, en leur demandant, non, nous pratiquons l'acupuncture chez nous, hein. Vraiment, faites votre médecine, et nous. Sauf que la Chine entre par eux pour venir contrôler les firmes occidentales. La molécule, en fait, qui soit le paludisme aujourd'hui, dans le coartem, bimalaril et tout, est venue de Chine. Mais en fait, je vais dire découvert par la Chine, mais c'est venu, les sources, la matière première vient de l'Afrique, mais c'est venu de Chine. Donc, voilà comment la Chine a infiltré les Occidentaux pour que la bagarre commence chez eux. Et vous avez raison de dire, mais si l'Union africaine existait, l'Union africaine n'existe que sur le papier. Là, c'est aujourd'hui notre frère, le Tchadien qui est président de la Commission de l'Union africaine, devait organiser une réunion pour demander au chef d'État d'organiser une réunion d'urgence et extraordinaire pour que l'Union africaine prenne position et soutienne officiellement les Malgaches. Malheureusement. Et là maintenant, les gens allaient s'introduire. Nous, l'association des sorciers et guérisseurs du Cameroun, les Avipirine qui vient de Bénin, et Monseigneur Cléda qui vient par-ci, et Charles Hobson qui passe par là, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous donne, permettez-moi. Voilà les pistes de sortie. On va revenir. Souvenez-vous justement que ce matin, il y a eu une annonce qui a encore été faite par une agence britannique qui fait référence à ce que vous dénoncez ici tout le temps, la Food Drug Administration. Yes. Voilà. J'ai lu bien sûr un article là-dessus ce matin. Tout à fait. Et qui adopte de façon officielle comment on dit ça? Oui, le tout dernier produit qui a été mis en place justement pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Est-ce que ce n'est pas la preuve aujourd'hui que, par exemple, on a ce Camerounais, le Mané, qu'on a rencontré, qui vous dit que je viens de mettre en place un produit pour lutter contre le coronavirus efficacement. Préventif. C'est préventif, c'est curatif. Même après avoir bu ce médicament, vous êtes immunisé contre le coronavirus. Mais qu'est-ce qui coûte à l'État du Cameroun de faire confiance à ce type de Camerounais et dire, Monsieur Le Mané, venez vous asseoir et mettons en place ce que vous avez comme protocole pour sauver tous les Camerounais et s'écarter vraiment de ce monde-là. Justement, il faut donc comment faire pour sortir des enclos. Nous sommes comme des moutons qu'on a mis dans des enclos. Vous savez comment on traite les moutons, non? C'est comme ça que la colonisation française nous a mis, en mettant un bout de phrase qui existe encore dans les textes actuels de l'Union africaine. Maintien des frontières héritées de la colonisation et éviter de s'immiscer les uns des autres dans les affaires des autres pays. Voilà ce qui nous tue. Vous voyez, nos amis et frères équato-guinéens ont dressé les murs, hein? Là où en Allemagne on a cassé les murs. Voilà ce qui nous tue. Comment sortir des enclos? Cameroun, Gabon et tout. D'abord, l'UDEAC, on ne représente rien. L'UDEAC ne présente même pas le tiers du marché de ce que constitue la population du Nigeria. Mais on se plaît à ça. Voilà ce qui nous tue.
Non, à ce moment, c'est peut-être notre génération a échoué. C'est votre génération. Il faudrait donc qu'on vous dise que c'est une guerre. Maintenant, on peut profiter parce que même le Oumniobé, en réalité, pour que Oumniobé aille aux Nations Unies, Jean-Paul Sartre a organisé une grève en France. Peut-être là, les gens ne le savent pas. Jean-Paul Sartre était à la tête d'une grève pour qu'on délivre un visa à Oumniobé ici. D'abord pour la France et la France à New York. Donc, on peut avoir des amis comme ça parce qu'on est différents. La politique, ou alors les politiques en Occident sont différents du peuple de l'Occident. Très bien. Maintenant, il faut donc savoir juger, savoir mettre les gens en mouvement. Merci beaucoup, Bonbon. Merci infiniment pour cet éclairage ce matin. Dominique Audrey, lorsque nous commençons à nous rendre compte qu'il y a des réalités qu'on ne rend pas publiques, et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une grosse mafia, une grosse corruption autour du coronavirus, malgré les morts qu'on a au Cameroun. Comment doivent se comporter les Africains aujourd'hui? Peut-être notamment les Camerounais aussi, parce qu'on a 10 000 cas déjà au Cameroun. Votre avis, en fait? Ce qu'il y a, c'est que moi, ma position par rapport à la gestion du coronavirus, tout le monde la connaît. Pour moi, il était question de faire avec ce qu'on a déjà ici. Entendez par là tous les médicaments, les traitements qui ont été mis sur pied par des Camerounais. On aurait dû se cantonner à ça depuis un moment. Mais sauf que peut-être M. Mbachou nous fera un exposé dessus. L'économie autour du Covid. Je me suis amusée à penser que il y a des chances que si on prend effectivement le protocole déjà établi par ces gens-là, peut-être s'il y a des vannes qui sont ouvertes, les vannes seront fermées. Peut-être si on officialise que, on prend le traitement de Monseigneur Cléda, à côté on n'aura plus la possibilité d'avoir de l'argent. Donc, je finis par me dire que peut-être on gagne à ce qu'il n'y ait pas de traitement officiel, on gagne à ce qu'on ne prenne pas, et une bonne fois pour toutes, les traitements à nous proposés par certains Camerounais, par tous ces chercheurs-là. Maintenant, ce qui concerne le monsieur qui sort aujourd'hui pour dire que machin, ses collègues ont fait et tout, je crois qu'il était là au départ, quand ils ont commencé à mentir ou bien. Pourquoi il n'a pas dénoncé? Pourquoi il n'a pas dénoncé? Pourquoi il dénonce aujourd'hui? Parce que moi, on m'a toujours dit, lorsque quelqu'un vient te dire, quelqu'un a dit ceci de toi, pose la question de savoir dans quel contexte et qu'est-ce que toi tu as dit pendant que cette personne disait la chose. Donc, s'il était là au départ, il faudrait qu'il explique pourquoi il a décidé de se désister. Sa part n'a pas été conséquente. Et est-ce qu'il vient véritablement dénoncer quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une autre entourloupe pour nous embrouiller encore et encore? Mais pour moi, le Cameroun devrait faire abstraction de ça. C'est un peu comme si... C'est la même interpellation que vous êtes en train de faire pour l'Assemblée nationale. Que les Camerounais, qu'on nous donne un traitement fait par des Camerounais ici, exclusivement. Mais maintenant, ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger, dans d'autres pays, je suis désolée, mon pays d'abord. Très bien. Ça ne me concerne pas. Je faisais tout à l'heure, Charles a même battu la mention de ce que, en ce moment, pour l'actualité que nous avions eu ce matin, l'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine, médicament anti-paludéen, comme traitement contre le coronavirus, a été retiré par la Food and Drug Administration américaine. La Food and Drug Administration a déclaré que de nouvelles preuves issues d'essais cliniques signifiaient qu'il n'était plus raisonnable de croire que le médicament produirait un effet antiviral. Et le président Trump, justement, Donald Trump a ensuite défendu la promotion de l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement de Covid-19. Bon, passons. Mais non, qu'est-ce que vous dites, Charles Amembachou, lorsque on a une déclaration comme le professeur Perronnet vient de le faire là, on a des solutions à côté qu'on refuse justement d'utiliser au risque justement de tuer les business des firmes pharmaceutiques mondiales. Monsieur Michel Ngachou, je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de vous dire en off. Il est temps que les présidents, les différents corps prêtent serment sur le crâne de nos ancêtres. Le serment d'Hippocrate ne sert à rien. Ce serment, aujourd'hui, démontre que tout homme est achetable, ça dépend du prix. Et c'est encore grave dans le secteur de la santé, monsieur Michel Ngachou. Ça veut dire que le docteur qui vous regarde, c'est qu'il vous ment. C'est
dit qu'il est en train de vous tromper, mais il vous donne quand même espoir d'une potentielle guérison, M. Michel Gadjou. En vous tuant un petit feu. On a eu le prix Nobel qui a dit qu'il ne peut pas accepter, rappelez-vous, il y a quelques jours. Le prix Nobel en RDC. En RDC qui a dit, je ne peux pas accepter ce que vous êtes en train de me dire, de me donner mon nom, monsieur, je ne suis pas dedans. On sait ce que cela lui a valu. On sait tous les tirs qu'il a groupés, qu'il a reçus. On se rappelle de Achille Mbembe, à travers le texte qu'il a fait, qu'il a formulé la phrase. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je reviens à tout cela pour dire, on annonçait, j'écoutais, des enquêtes sont en train d'être menées, que c'était 50 000 par corps du coronavirus. Donc lorsque vous décédez, qu'on déclare décédé de Covid-19, c'est 50 000 par corps. Combien de personnes reversé sont tombées? 50 000 francs reversés, M. Michel Gadjou. Je ne peux pas encore le dire parce que c'est des enquêtes, c'est reversé, 50 000 francs qui sont reversés. Alors, est-ce que tous ces médecins qui ont participé à ce crime, parce que ça sera dévoilé, ça commence déjà par être dévoilé par les infirmières. Je vous le dis, les infirmières qui ont travaillé dans ce secteur, l'affaire des primes a fait en sorte que beaucoup de vérités sont en train d'être dites et sortent. Attendez, ce n'est pas encore le moment, puisque pour le moment, on a dit attendre l'Assemblée nationale, ce n'est pas le moment. Des vérités vont sortir au sujet, M. Michel Gadjou, de cette affaire du Covid. Voilà un monsieur qui se lève, un médecin qui se lève pour dire je ne participe pas à ça, on m'a proposé beaucoup d'argent. L'OMS qui disait être très forte à une certaine période, parce que pour moi elle ne compte pas, c'est l'organisation désormais africaine de la santé qui va compter. D'ici peu de temps, vous allez la voir, on va la mettre sur pied, M. Michel Gadjou. Nous le souhaitons l'OMS qui se disait forte n'a pas pu demander le protocole à la Chine et obtenu le protocole à la Chine pour universaliser. Le président des États-Unis, Trump, n'a pas attendu qu'on pète. Il a dit que lui-même, il commence à boire déjà. Avant même que ça, il commence, lui, Trump, à boire. Regardez jusqu'où on s'est retrouvé avec une société qui disait à une époque conduire l'Afrique parce que les Africains étaient aveugles. Alors je profite de l'occasion pour dire à tous les médecins qui ont participé à cela, tous ces corps que vous croyez avoir trompés, tous ces corps que vous croyez avoir achetés, tous ces corps que vous croyez avoir vendus, ils vont se lever. Et lorsqu'ils vont se lever, on parle ici aujourd'hui, vous allez entendre ce qui va se passer dans les hôpitaux, M. Michel Gadjou. Parce que quand on se retrouve à tremper dans cela, il y a déjà des dénonciations, je le dis aujourd'hui, M. Michel Gadjou, des dénonciations de, comment on appelle ça, d'extraction d'organes. Oui, oui. D'extraction d'organes sur le corps de Covid. Depuis même le début, justement. Oui, d'extraction, de trafic d'organes. Il y a des choses qui se disent quand même. Il faut le dire. Il y a des trafics d'organes, on a déclenché. Vous savez que l'Europe peut commencer un peu. Mais si l'Europe est ici au niveau de l'index, l'Afrique, c'est tout le bras. Donc, allons poser les bonnes questions. On sait ce qui s'est passé dans les hôpitaux. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir. Donc, je vais dire tout simplement à ceux qui nous regardent que, s'il vous plaît, commencez à planter les arbres traditionnels dans vos jardins si vous avez. Si vous n'avez pas allé en Bopi, vous achetez les seaux, vous mettez dedans. Vous plantez la citronnelle, vous plantez tout ce que vous pouvez avoir, parce que quand ça sera grave, rabattez-vous là. Merci beaucoup, Charles Hamel, pour cette précision. Allez, Karine Santiago, deuxième sujet, c'est avec vous. Droits de l'homme en France, Samuel Eto'o dénonce l'interpellation violente d'une femme noire et par ailleurs enceinte, en plus, à Paris, par des agents de sécurité blancs. La vidéo a fait le tour de la toile hier et le partage de Samuel Eto'o a suscité des réactions, notamment même de l'entreprise de sécurité en question qui a fait un communiqué hier dans lequel il informe que la dame en question s'était opposée à une interpellation puisqu'elle n'avait pas de port de masque. Elle essayait d'entrer dans le bus de force et pourtant elle était interpellée et que c'est elle la première même à brutaliser les agents de sécurité. Voilà ce qui se dit dans le communiqué même de l'agence en question. Sauf que sur la toile, les commentaires sous la publication de Samuel Eto'o ne sont pas allés très doucement. Il y en a qui ont soulevé là des critiques. Ce n'est pas le masque qu'elle a, pardon, revenez sur la photo. Ce n'est pas le masque qu'elle a là. Les bousculades d'abord. C'est elle qui a commencé. Regardez ce qui se passe. Non, mais est-ce qu'elle a commencé? Non, c'est pas regardez. Il faut bien voir. Regardez bien l'attitude justement de la police. C'est la police qui la bouscule. Regardez, voilà. En plus, elle est enceinte, il faut préciser. Et on la bouscule ou sur le ventre. Sur le ventre. Au niveau du plexus. Mais s'il vous plaît, on a écrasé, ça fait quand même le sol. Regardez bien les images. Et après, on l'attache. Voilà.
Et jusqu'à quand allons-nous laisser justement poursuivre cette plusieurs attitude? vigiles sur elle seule. Jusqu'à quand les Africains regardent ceci, est-ce qu'ils se disent que nous sommes qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Moi, je veux écouter le mouvement des féministes. Enfin, elles peuvent parler. Mais en fait, comment elles ont toujours parlé? Est-ce que nous, les hommes, on parle encore en Afrique? Elles nous ont même donné des orientations, des qualificatifs qui n'existent pas dans notre culture. Que l'Occident et les églises islamiques ont apporté, dit que c'est ça l'Afrique. Qu'elles parlent. On veut les écouter. Sinon, on veut les voir dehors dans la rue. On veut les voir là. Dominique Audrey. Si c'était en famille, un homme qui gifle sa femme, ça aurait été, peut-être que le secrétaire général des Nations Unies aurait été saisi. Dominique Audrey, c'est une réaction. Une femme enceinte violentée dans un pays développé, des droits de l'homme, évolué, c'est comme ça. Voilà un pays qui s'est développé. Dominique Audrey, vous pensez qu'avec la sortie actuelle de Samuel Eto'o-Fils, qui est bien sûr connu comme étant une star du football mondial, notamment en terre camerounaise, est-ce que ça peut susciter justement l'émoi? D'ailleurs, il y a eu mais est-ce que ça peut ramener la France à demander des excuses, et notamment cette police à demander des excuses pour ce qui vient de se passer? Quand on sait que le cas de Floyd n'est pratiquement pas fini aux États-Unis, les marches se poursuivent. Est-ce que ce n'est pas là justement une attitude provocatrice justement de la race blanche sur la race noire? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de race. Vraiment, je ne pense pas. Il ne faudrait pas que, lorsqu'il y a quelque chose, qu'on pense d'abord que c'est parce qu'elle est noire et tout. La dame avait un masque, mais le masque était sous le menton. Sous le menton. Je crois que c'est ça qui a posé problème. La voix de Samuel Eto'o porte. Sa voix compte. Mais maintenant, la dame pourrait entamer des procédures puisque les vidéos sont disponibles et qu'elle a été agressée en premier, qu'elle le fasse. Malheureusement, on ne va pas manifester ici au Cameroun parce que c'est en France que ça s'est passé. Mais il y a des certainement, elles le feront, rassurez-vous, elles le feront. Et là-bas, non, pourquoi non? Samuel Eto'o, footballeur, lui qui parle, et elles font quoi? Elles doivent être en état de veille. Non. D'abord, mais attendez. J'ai l'impression que vous êtes ce qui s'est passé aux États-Unis 30 minutes après, on a été envahi par ces noirs. La dame doit engager des procédures pour poursuivre les policiers qui l'ont... parle de ça, vous êtes dans le futur. Vous êtes dans le futur. On parle de l'immédiat. Vous êtes dans le futur. Aucune réaction immédiate. Non, mais on n'est pas content. Justement, nous, ça nous offusque. Parce que nous, on ne traite pas les femmes. On ne devrait pas faire de comparaison parce que les deux choses sont diamétralement opposées. Parce qu'ici au Cameroun, une gendarme a tué un jeune homme à Bafoussam, personne n'est sorti dans la rue. Vous attendez que non, ils sont sortis. Si toute la nuit, les gens sont sortis à Bafoussam, attention. Le gouverneur même est sorti pour calmer les populations. Attention. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il faut dire, c'est vous qui nous avez ramené les images. Dites que la femme en ce moment est libre. Parce qu'elle est libre. Non, en ce moment, elle se balade partout. Balade partout. Oui, ça ne dirait à personne. C'est droit de l'homme aussi, hein. La femme a tué, oui. Et lui, il est même mort. Un sous-préfet a giflé un enseignant. Donc, ce n'est pas là. Voilà le principe des féministes. On a développé d'un sujet et nous amène la comparaison. Ici au Cameroun, mais c'est vous qui avez commencé avec le cas de George Floyd. C'est ça votre problème pour les femmes. C'est pour ça que vous, les femmes, vous avez toujours des problèmes dans le mariage. Cette histoire, Dominique a commencé à parler, vous avez pris le cas de George Floyd pour comparer. Et pourtant, les situations ne sont pas pareilles. On est pas pareil. Bon, permettez, Karine a poursuivi. On ne peut pas faire ce genre de comparaison. Il s'agit là d'une femme qui a été violentée par un homme devant tout le monde. Vous voyez que même les gens qui venaient séparer ont été stoppés et braqués au mur directement. Oui, mais c'est la police. Comment vous attendez que les femmes disent que vraiment on ne doit pas faire ça aux femmes quand même ses propres femmes sont en train de dire. Lorsqu'une femme est enceinte, Karine Santia, est-ce qu'il n'y a pas une vie à protéger? Cette femme que vous demandez de manifester demande qu'elle a d'abord fait quoi? Et sous les commentaires de Samuel Eto'o-Fils, ce que j'ai vu, c'est que vraiment, elle n'est même pas d'abord enceinte, elle est obèse. Les femmes qui faisaient ce genre de commentaires, vous voulez que quelle femme marche avec ça? C'est pour ça qu'on vous dit donc en fait, restez tranquilles, vous les femmes. Écoutez religieusement les hommes. Il n'y a pas un mouvement d'opposition des hommes aux femmes. Mais c'est vous qui voyez l'opposition.
les femmes revendiquent du respect et de l'égalité. On peut pas être dans un travail. Voici un cas du Voilà un respect. cas du respect. Voilà un cas du Nous respect. voulons seulement que vous parliez. Voilà un cas La du femme n'a respect. pas dit votre femme ou d'un homme. Mais attends, les hommes sont en train de violenter. Ne revendiquent D'abord, pas. si on reste dans le cas, Vous avez parlé, c'est les bon. hommes qui sont en train de violenter cette Non, femme, mais si vraiment elle tousse, ou elle Condamner éternue là, condamner ces Permettez, hommes. 2 minutes, permettez. Commencez par condamner Condamner ces d'abord hommes. ces Vous hommes ne qui le ont fait faites ce pas. qu'ils ont On fait. voit Merci. en vous de la raillerie. Nous Merci. allons Parlez suivre des les femmes. féministes. On a Merci, demandé aux Bomba femmes d'être Belgane. derrière. Elles ont dit qu'elles sont devant. Laissez Ça veut dire Voilà. que c'est bien ce que ces hommes Condamner ont les fait. hommes. Merci. Soyez devant. C'est vous Merci. qui êtes Donc ça veut devant. dire que c'est bien que les Permettez, hommes... permettez, Dites-nous Carole si Santia. c'est bien ou c'est bon. Vous ne Permettez. dites rien. Permettez, c'est C'est bon. pas à nous de le dire, Charles parce que Hamel, vous condamnez Charles Hamel, pas. permettez, s'il vous plaît, Charles Hamel, vous prononcez. Monsieur Michel Ngachou, vous voyez, je crois que lorsqu'on a grandi avec des concepts. Si vous êtes dans un bus, un vieillard entre, levez-vous, cédez la place au vieillard. Ouais. Si vous êtes assis, sur un siège, vous voyez une femme enceinte. Ne me prêtez pas les mots. Parce que tout à l'heure, vous avez refusé Voilà. quand je vous Quand on parlait, vous avez coupé, vous avez ne me prêtez pas, je vous saurais Mais créer c'est pour pas les cela. pensées Lorsqu'une femme traditionnalistes, c'est enceinte Si. La entre, morale, ça te levez-vous, permet de comprendre. La morale, levez-vous c'est et bien cédez de- la place à Permettez, la femme bon, Charles Hamel, enceinte. vous poursuivez, puis on termine. Dans les administrations publiques, les handicapés, les malades, les femmes enceintes et les vieillards ont priorité sur tout. Si une femme enceinte arrive, on la sert d'abord avant de servir tous les autres. C'est ce qui était connu et c'est ce qui était pratiqué. Lorsqu'une femme enceinte vient acheter la viande, il est recommandé que le boucher ajoute la part de l'enfant qui est dans le ventre. Pareil, même si c'est le plantain. Je parle sur le principe africain. Lorsque vous voyez comment un homme menace sa femme, qui plus est malade, pour même celle qui a des problèmes des yeux, ceux qui portent des lunettes, même la loi condamne que vous violentez quelqu'un qui a des lunettes, encore une femme enceinte. Je crois que c'est toute la société qui se mobilise. Regardez la vidéo, vous avez vu. C'est une femme, qu'elle soit obèse ou pas, elle peut décréter qu'elle est enceinte. Seul un examen pourra décréter qu'elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Mais à l'immédiat qu'on voit son état, on doit prendre des dispositions. Pourquoi les femmes dès cet instant, ne se sont pas levés pour dire nous revendiquons la brutalité faite sur cette femme. Mais au contraire, on commence à poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Prenez le cas de Christakam. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant Christakam jusqu'à ce que des artistes qui elles-mêmes ont un passé complètement douteux sortent et surgissent et se permettent de faire des rédactions. Autre chose. Monsieur Michel Ngachou, au Cameroun, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes au Cameroun. J'invite Samuel Eto'o à nous laisser les problèmes de racisme. Ça concerne tout le monde. Il y a des Africains qui s'occupent de ça. Nos frères qui s'occupent de ça. On a des problèmes au Cameroun. J'aimerais bien voir Samuel Eto'o se prononcer sur les problèmes du Cameroun pour une fois. Samuel Eto'o n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais. Samuel Eto'o Ah, ne merci. peut pas. Ne Non, peut ça pas va. ici. Je voulais bien qu'on arrive à là. Comme il n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais, c'est pas un camerounais, il n'est pas camerounais. Non, Il il est- est international. Attendez, Samuel Il n'est pas Eto'o- camerounais, il n'appartient plus à une nation. On doit passer. Voilà, Il Samuel n'appartient Eto'o. plus à une nation. C'est un citoyen du monde maintenant. C'est un citoyen du Moi, monde. je serai citoyen Il vit là-bas. Merci. Samuel Eto'o ne peut pas être Permettez, rapidement, on va peut-être prendre quelques messages avant de nous Un séparer. instant. Et on va dire que vous êtes vraiment nombreux, Madame Michel, nous laissez plein de commentaires, pas mal de réactions et on les prendra avec Karine Santia dans un instant. Charles Hamel, vous serez citoyen du monde bientôt, ne vous en faites pas. Les femmes certainement elles vont vous porter. Oui, parce que... Planétaire. Ouais, planétaire. Le régime a déjà tout fait jusqu'à ce qu'on vous inculque des astuces pour fuir les problèmes. Lorsqu'on dit, Charles Hamel, vous cherchez comment dire permettez international. les messages Citoyen rapidement, du et on monde. se sépare. Non, bravo. Les messages, on se sépare rapidement, Karine, s'il vous Le plaît. Cameroun est une curiosité. Au Cameroun, les chercheurs chassent les sauves-souris. Les hommes de Dieu trouvent les médicaments pour la Covid et la photo du président gouverne. Bah écoutez, vraiment. Désolé, madame, monsieur, on aurait bien voulu poursuivre. Allez très loin. Mais merci pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour. Vous êtes exceptionnels. Vous comptez énormément pour nous. Et nous serons là demain, certainement, avec le même plaisir, le même sourire. Tenez-vous tranquille. Le Cameroun renaîtra. Bonne journée.